Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le procès de Kafka. Nous en arrivons à notre troisième live, troisième session de lecture sur ce roman. Et aujourd'hui, nous lirons les chapitres 5 et 6, encore une fois deux chapitres. On avance deux chapitres par deux chapitres sur cette lecture, décidément. Je sais pas pourquoi, c'est bien foutu en termes de pages. Bref, comme d'habitude, si vous regardez cette vidéo en rediffusion sur YouTube, vous connaissez la marche à suivre puisque vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes, des chapitrages vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Ça, c'est comme d'habitude, ça peut vous servir de marque-page et tutti quanti, c'est merveilleux, c'est bien fait, c'est bien beau. Comme d'habitude ce soir, on commence par une petite introduction de 10-15 minutes pour que les gens qui voudraient à tout prix suivre la lecture en live aient le temps d'arriver. Et puis pour que j'ai le temps, brièvement d'énoncer un petit peu les news concernant la chaîne, ce qui est en train de se passer en ce moment et tutti quanti. Bon après, je vais pas mentir, je live de manière assez régulière, donc il n'y a pas forcément toujours des nouvelles choses à dire non plus. Donc voilà, je peux juste un petit peu vous mettre à jour sur des choses dont j'ai déjà parlé éventuellement. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir grand chose à vous raconter. Euh, Alors, déjà, on va commencer comme il se doit, en remerciant Anna Leroy qui a follow pendant que j'étais en off. Donc merci à toi Anna. Et puis bienvenue parmi nous. Je crois qu'on arrive bientôt aux 400 followers d'ailleurs sur la chaîne Twitch. C'est un petit palier, c'est un petit chiffre, ça me fait grandement plaisir. Je sais pas quand est-ce qu'on les atteindra, et peu importe, j'ai envie de dire. Mais ouais, ça fait un petit truc, donc merci beaucoup pour ça. Euh, les amis, je vous invite, comme d'habitude, à vous installer bien agréablement, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, puisque je sais que beaucoup d'entre vous font d'autres choses en m'écoutant, ce qui me paraît tout à fait logique en fait, mais je sais aussi d'ailleurs que beaucoup d'entre vous peuvent me mettre en fond au travail. Attention, vous ne vous faites pas prendre. Dans les transports, ce genre de choses. Je sais aussi que, et ça me touche encore plus si je puis dire, parce que bon, être votre compagnon de quotidien, ça me fait déjà extrêmement plaisir et merci. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes, j'ai encore parlé avec une de ces personnes hier, qui, en m'écoutant, vont faire des choses artistiques, de la peinture, du dessin, de la sculpture, que sais-je encore. Donc c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Et je suis très heureux que l'atmosphère, l'ambiance qui peut se dégager de ces lives vous mette dans ce genre de mood. Donc bon vacage, bon vagabondage, bon tout ce que vous voulez faire. Et je vous souhaite surtout de passer un agréable moment en ma compagnie comme d'habitude. Santé à tous les amis. Comme je le disais, ce soir je n'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire. Excepté que, vous l'aurez vu, je me déteste en vrai, parce que lors du dernier live, je vous ai dit qu'il y aurait peut-être un live de gaming hier ou avant-hier, et j'en ai encore pas fait. En vrai, je me déteste parce que je devrais le faire. Euh, Si je rapiéçais les choses au bon endroit, normalement j'aurais largement le temps de les faire. C'est juste que là par exemple avant-hier notamment, je me suis laissé déborder et j'étais en mode ah, j'ai ça à faire, ah, j'ai ça à faire et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout d'un moment je me suis dit vas-y, annule le live de gaming, ça sert à rien. Parce qu'en fait je voulais me garder la marge pour pouvoir faire ce que je faisais sereinement et pas dans la précipitation. Donc voilà, désolé, désolé encore d'annoncer des choses qui n'arrivent pas. Bon, après, j'avais dit peut-être, hein, bien sûr. Mais voilà, ça m'emmerde. Quand je vous parle d'un live que j'aimerais faire, j'aimerais vraiment le faire. Donc voilà. C'est pour ça que il y a ce système que j'ai mis en place depuis le début de l'année, je crois. Voire peut-être même un peu avant. Mais ce système de programme de la semaine disponible sur Discord, Facebook, Twitter et même Twitch d'ailleurs. Donc tous les lundis, si vous voulez être au courant de ce qui se passe sur la chaîne Twitch, tous les lundis, vous avez le programme qui sort sur tous ces réseaux, sur toutes ces plateformes. Et puis ensuite, éventuellement,
il peut y avoir des lives imprévus qui s'ajoutent, mais j'essaie toujours de vous prévenir sur ces différents réseaux au minimum, enfin au maximum, je sais jamais si je dois dire minimum ou maximum dans cette phrase, c'est terrible, mais au grand maximum 1 heure avant, comme ça, ouais, au grand minimum 1 heure avant. Comme ça vous avez le temps. Comme ça vous avez le temps de voir venir si ça vous intéresse vraiment. Euh, du coup, pourquoi j'étais occupé? Pourquoi j'étais occupé? J'étais occupé parce que je continue de petit à petit travailler sur Planétéo version 3.0, n'est-ce pas? Donc ça y est, cette fois-ci, je pense pouvoir dire qu'on entre dans le dur, qu'on entre dans le vif du sujet. Euh, j'ai pas mal bossé dessus dans l'ombre pour le moment, et je pense que vous allez commencer à voir apparaître ça à la lumière, si je puis dire. Je pense que ça va bientôt commencer à se mettre à jour de ci, de là. Donc n'ayez crainte. Sachez que je considère la chaîne Planétéo, mais d'ailleurs dans son intégralité, donc le projet Planétéo, si je puis dire, peu importe la plateforme, etc., un petit peu en mutation en amélioration, j'espère, en tout cas en chantier. Ce qui fait que vous verrez très certainement dans les semaines, mois à venir, quelques petits changements de ci, de là. Par exemple, dans les miniatures, j'ai fait un petit lifting. Alors, par exemple, les nuages que vous voyez au-dessus de moi, j'ai pas encore fini. Mais vous savez, sur mes miniatures YouTube, il y a un petit nuage dans le coin, là-bas, hop, comme ça. Ah, c'est dur de se mettre bien. Hop, comme ça, avec le numéro de l'épisode et ainsi de suite. Et bien, par exemple, ce petit nuage, je lui ai fait un petit lifting. Je l'ai un peu modernisé, je dirais, ou rendu plus propre, en tout cas, ça c'est sûr. Et puis un petit peu plus stylisé aussi. Et donc voilà, vous verrez certainement les miniatures changer dans peu de temps avec des petits éléments de ci, de là, et même l'overlay du live et ainsi de suite. Bref, vous allez voir plein de choses changer bientôt, je pense. Donc ne paniquez pas, on est en chantier et je sais pas, je vois pas l'horizon de fin de ce chantier, mais je pense que ça va être très très long. Mais voilà, petit à petit, j'espère vraiment passer tout mon projet, tout mon contenu à un niveau graphique supérieur. C'est un peu le but de cette démarche. Sachant d'ailleurs que vous verrez aussi peut-être des tests. Parce que là, par exemple, je suis en train de travailler avec quelqu'un que je tiendrai secret pour le moment, sur des animations. Donc voilà, par exemple, les animations de follow. Attendez, je peux la faire pop. Hop. Ah, est-ce que ça va fonctionner? Parce que ma page se recharge. Non, terrible. Voilà, par exemple, cette animation, Anna le roi est un rêveur, c'est beau. Bah voilà, elle est sympathique, mais elle est très basique. Et bah, je suis en train de voir pour améliorer ça, pour en faire de nouvelles versions, pour que ça se, ouais, pour que ça se modernise, pour que ça se stylise un petit peu, que ce soit un peu plus mon univers entre guillemets. Enfin, voilà. Bref, ce sont un peu toutes les choses sur lesquelles je peux travailler en ce moment et qui me prennent pas mal de temps, l'air de rien. Bonsoir Zikael, comment ça va? Et bonsoir Poésie. Bah non, pas Poésie du coup. Poésie. Ça fait bizarre de dire Poésie. En tout cas, merci et bienvenue parmi nous. Merci pour le follow. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'installer confortablement. Du coup, je pense que j'ai à peu près tout dit, à l'exception, bien entendu, que comme d'habitude, dimanche à 15 heures, il y aura un live de découverte de l'univers de League of Legends, un épisode qui sera dédié, je crois que c'est dédié à Kai'Sa, si je dis pas de conneries, je me rappelle même plus. Mais bon, faudra que je me renseigne, mais ça devrait être dédié à Kai'Sa. Je vous rappelle que ce sera l'épisode numéro 99 et que je pense effectuer une petite pause sur ce format, sur cette émission, après l'épisode 100. Donc je pense qu'une fois qu'on aura atteint l'épisode 100 dans une grosse semaine du coup, je pense qu'elle va passer à l'as pour quelques temps, pour quelques semaines, quelques mois. Et puis ça va me libérer du temps justement pour peut-être taffer sur Planétéo Versio 3.0 ou de nouvelles émissions, même si ça va ensemble hein, quelque part. Mais c'est vrai que j'ai aussi des envies de nouvelles émissions et voilà, faut que je m'y penche. Bref, j'ai trop de choses. Vous le savez peut-être pour ceux qui me suivent de longue date, j'ai un tableau sur mon mur avec tous mes objectifs, tout ce que j'aimerais faire dans la journée, tout ce que j'aimerais faire dans la semaine, le mois et ainsi de suite, entre guillemets. Euh,
Et vraiment, mon tableau se remplit, se remplit, se remplit et se vide très très peu souvent. Voilà, j'ai un peu des projets tentaculaires et c'est pas facile de tout mener de front. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. D'ailleurs, j'en profite brièvement pour vous rappeler que je vais bientôt recommencer à travailler sur le jeu de rôle et ce sur la base de vos envies, puisque je vous rappelle qu'il vous reste 4 jours, pas moins de 4 jours, pour participer, en gros pour façonner un petit peu la suite de l'histoire en votant sur les défis de la communauté, en pariant, en mettant dans la cagnotte des points de chaîne qui sont sur ma chaîne Les Particules de Rêve. Donc n'hésitez pas si vous voulez influencer la suite du scénario de mon jeu de rôle Terre Hostile. Il vous reste 4 jours. Voili voilou. Je suis en train de récapituler dans ma tête en fait, c'est ça qui est terrible. Je suis en train de voir si j'ai bien tout dit, etc. Il me semble que oui, il me semble que oui. Ah bah non, bien sûr, suis-je bête? Suis-je bête? Il y a 2 jours, je crois, j'ai sorti une nouvelle chanson sur ma chaîne YouTube. Ça faisait extrêmement longtemps qu'elle devait sortir, vraiment trop longtemps d'ailleurs. Donc il était temps. Et vous m'avez fait des retours hyper bienveillants. Je ne saurais vous en remercier suffisamment. Vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir les retours sur cette chanson. Euh, je continue de vouloir m'améliorer, je continue de ne pas être satisfait clairement de la qualité, je vais dire d'ingé son, parce que de mixage, etc. que je peux avoir, parce que voilà, c'est certainement l'endroit où je suis le plus néophyte et où j'apprends le plus. Mais malgré ça, vous m'encouragez, vous me soutenez et ça fait extrêmement plaisir, donc merci beaucoup. J'ai hâte de me remettre à une prochaine chanson du coup. Sachant que certainement la prochaine chanson sur laquelle je vais travailler en plus n'est pas une chanson de moi, ce qui est un petit peu étrange. Ça va être la première fois que je vais bosser sur la chanson de quelqu'un d'autre, même si j'ai participé de près ou de loin. Voilà, j'ai fait la batterie, j'ai fait des back vocals, mais du coup c'est pas et j'ai fait la basse aussi. Donc du coup c'est pas moi à la guitare, au chant, à l'écriture des paroles, et puis ce sera moi au mix son du coup. Alors que par exemple sur mes chansons jusqu'à présent, donc mes chansons qui sont sorties sur YouTube, sur mon YouTube actuel et ainsi de suite, c'est moi qui faisais tout entre guillemets quoi. Grosso modo, il y a My Future Me Will Say Thanks. C'est terrible de parler anglais quand on parle et pas quand on chante, je trouve. Donc My Future Me Will Say Thanks, Rose, euh, Realism of Multiplication et Listen. Ces 4 chansons qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube actuelle. Du coup, c'est moi qui ai fait la basse, la batterie, la guitare, le chant, le mixage, les parties synthé, piano et ainsi de suite. Enfin bon, bref. Donc voilà, je suis un peu novice dans tous les domaines et au fur et à mesure du temps, j'essaie de m'améliorer sur tout instrument, sur toute technique. Et puis voilà, j'essaie de faire de la meilleure qualité plus le temps avance. Bref, je me perds en palabres, je me perds en billevesées. Comme d'habitude, vous savez que je suis un peu bavard. Je pense qu'on va se lancer dans la lecture de ce soir, les amis. Et pour vous rappeler brièvement ce sur quoi on s'était arrêté la dernière fois, on s'était arrêté peut-être au premier moment de faiblesse réelle, en tout cas très exprimée, du personnage principal K, puisque moi j'assimile ça à une crise d'angoisse ou une crise de panique, en tout cas ouais, une défaillance physique, parce qu'il a quasiment eu un malaise, il a eu des vertiges, etc., face à l'administration. Face à l'administration, à l'oppression de la situation, à l'oppression des gens qui étaient autour de lui, et peut-être de la réalisation du système qui englobe son pseudo-procès ou son vrai procès, on ne sait pas vraiment hein, au final. Donc voilà, c'est un petit peu l'endroit où on s'est arrêté. Euh, Peut-être une première prise de conscience de la situation par le personnage principal. Donc c'était vachement intéressant. Je vais vous lire le chapitre 5 et 6 comme je le disais. Le chapitre 5 fait 10 pages, le chapitre 6 en fait 30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le chapitre 5 d'une traite. On fera une pause. Et ensuite le chapitre 6, je vous le ferai en 2 parties. Voilà, voilou.
Comme ça, vous êtes prévenus. Et puis écoutez, bah, je pense que trêve de bavardage, je pense qu'on est parti sans plus attendre. Je vous souhaite une bonne écoute à tous, bonne écoute Zikael, bonne écoute Poessi, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes pour la pause. Chapitre 5. Le bourreau, le fouetteur. L'un des soirs suivants, comme K passait dans le corridor qui séparait son bureau de l'escalier principal, il avait été l'un des derniers à s'en aller, et il ne restait plus à la banque que 2 domestiques en train de liquider les dernières expéditions dans le petit rond de lumière d'une lampe électrique, il entendit pousser des soupirs derrière une porte, qu'il avait toujours prise pour celle d'un simple cabinet de débarras. Tout étonné, il s'arrêta et écouta encore une fois pour être sûr de ne pas se tromper. Il y eut d'abord un moment de silence, puis les soupirs recommencèrent. Sa première idée fut d'aller chercher un domestique pour le cas où il aurait besoin d'un témoin. Mais il fut pris d'une si grande curiosité qu'il fit voler littéralement la porte sous sa main. Il se trouvait, comme il l'avait pensé, dans un cabinet de débarras. Le seuil était tout encombré d'imprimés inutilisables et de vieux encriers en terre cuite, renversés sur le sol et vidés de leur contenu. Mais 3 hommes occupaient le milieu, un peu courbés à cause du plafond bas. Ils étaient éclairés par une bougie fixée sur un rayon. « Que faites-vous là » demanda K, dont l'émotion précipitait le débit, mais sur un ton de voix assourdi. L'un des hommes, qui avait l'air d'être le maître des 2 autres, et qu'on apercevait le premier, était vêtu d'une sorte de combinaison de cuir sombre très décolletée qui lui laissait les bras entièrement nus. Il ne répondit rien. Mais les 2 autres crièrent. « Maître, nous devons être fouettés parce que tu t'es plaint de nous au juge d'instruction. » Ce fut alors que K reconnut en eux, et reconnut en eux, ouais, j'ai fait un pataquès, pardon. Ce fut alors que K reconnut en eux les inspecteurs Franz et Willem, et vit que le troisième tenait en effet une verge à la main pour les battre. « Comment » dit K, les yeux fixés sur eux. « Je ne me suis pas plaint. J'ai simplement exposé ce qui s'était passé chez moi. Ou vous ne... Waouh. Eh ben décidément, je commence pas bien ce soir, j'ai du mal. Excusez-moi, je reprends. « Comment » dit K, les yeux fixés sur eux. « Je ne me suis pas plaint. J'ai simplement exposé ce qui s'était passé chez moi. Où vous ne vous êtes évidemment pas conduit d'une façon irréprochable. »« Monsieur, » dit Willem, pendant que Franz cherchait à se cacher derrière lui pour se protéger du troisième, « si vous saviez combien nous sommes mal payés, vous ne nous jugeriez pas ainsi. J'ai une famille à nourrir, et Franz, que voici, voulait se marier. On cherche à s'enrichir comme on peut, et ce n'est pas par le seul travail qu'on y arrive, même en s'échinant comme un bœuf. Votre beau linge m'a tenté. Naturellement, il est interdit aux inspecteurs d'agir ainsi. J'avais tort. Mais il est de tradition que le linge nous revienne. Il en a toujours été ainsi, croyez-moi. C'est assez naturel d'ailleurs, car à quoi ces choses-là pourraient-elles bien servir à ceux qui ont le malheur d'être arrêtés? Évidemment, si le public apprend l'histoire, il faut que le délit soit puni. Je ne savais pas ce que vous me dites là. Je n'ai d'ailleurs nullement demandé votre châtiment. Il ne s'agissait pour moi que d'une question de principe. Franz, dit alors Willem à son collègue, ne te disais-je pas que ce monsieur n'avait pas demandé notre punition? Tu vois bien maintenant qu'il ne savait même pas que nous devions être punis. Ne te laisse pas émouvoir par ces discours, dit le troisième à K. La punition est aussi juste qu'inévitable. Ne l'écoute pas, dit Willem, en s'interrompant seulement pour porter à sa bouche la main sur laquelle le bourreau venait de lui donner un coup de verge. Nous ne sommes punis que parce que tu nous as dénoncés, sans quoi il ne nous serait rien arrivé, même si l'on avait appris ce que nous avons fait. Peut-on appeler cela de la justice? Nous avions toujours montré tous les 2, mais surtout moi, que nous étions de bons gardiens. Tu avoueras toi-même que nous avons fait bonne garde du point de vue de l'autorité. Nous pouvions espérer avancer, et nous serions certainement devenus fustigueurs, nous aussi. Comme l'inspecteur qui est là, et qui a eu le bonheur de ne jamais être dénoncé, car cela n'arrive vraiment que très rarement. Et maintenant, maître, tout est perdu. Voilà notre carrière finie. On ne nous emploiera plus qu'à des travaux encore plus subalternes que la garde des prévenus. Et, par-dessus le marché, nous avons à recevoir cette terrible bastonnade. Cette verge, fait-elle donc si grand mal? Demanda K en examinant l'instrument que brandissait le bourreau. C'est qu'il faudra nous déshabiller, dit Willem. Ah, dans ces conditions, fit K. Il regarda le bourreau. C'était un homme bronzé comme un marin avec une tête farouche et décidée. « N'y a-t-il donc, demanda-t-il,
Aucun moyen de leur éviter ces coups? Non, répondit le fustigueur en secouant la tête avec un sourire. Déshabillez-vous, ordonna-t-il aux inspecteurs. Et il dit à K. Il ne faut pas croire tout ce qu'ils te disent. La peur des coups les abrutit un peu. Ce que raconte celui-ci de sa carrière, et il montrait du doigt Willem, est absolument ridicule. Vois donc comme il est gras. Les premiers coups de verge se perdront dans sa graisse. Sais-tu comment il est devenu si gras? C'est en mangeant le déjeuner de tous les gens qu'il a arrêté. Est-ce qu'il n'a pas mangé le tien? Eh bien, c'est bien ce que je te disais. Un homme qui a un pareil ventre ne peut jamais devenir fustigueur. C'est absolument impossible. Il y en a partout qui me ressemblent, affirma Willem en dénouant la ceinture de son pantalon. Non, dit le bourreau en lui passant sa cravache sur le cou de telle façon que l'autre en frissonna. Tu n'as pas à écouter, mais à te déshabiller. Je te paierai grassement si tu les laisses partir, dit K en sortant son portefeuille sans regarder le bourreau, car il vaut mieux traiter ce genre d'affaires les yeux baissés. Tu voudrais me dénoncer, moi aussi, dit le bourreau, et me faire fustiger avec les autres? Non, non. Sois donc raisonnable, dit K. Si j'avais voulu faire punir ces deux-là, je ne chercherais pas maintenant à acheter leur liberté. Je n'aurais qu'à fermer la porte, à ne plus rien voir ni entendre, et à retourner chez moi. Tu vois bien que je ne le fais pas, je tiens beaucoup à les délivrer, et si j'avais supposé qu'ils dussent être punis, ou qu'il y eût seulement une chance pour qu'ils le fussent, je n'aurais jamais dit leur nom, car je ne les tiens pas pour responsables. C'est l'organisation qui l'est. Ce sont les hauts fonctionnaires. C'est bien ça, crièrent les inspecteurs, qui reçurent aussitôt un coup sur leurs échines nues. Si tu tenais ici sous ton fouet l'un des magistrats, lui dit K, et il rabaissait tout en parlant la verge que l'autre relevait déjà, je ne t'empêcherais sûrement pas de frapper. Je te paierais au contraire afin que tu prennes des forces pour le service de la bonne cause. Ce que tu dis n'est pas invraisemblable, déclara le bourreau, mais je ne me laisse pas soudoyer. Je suis employé pour fustiger et je fustige. L'inspecteur Franz, qui s'attendant peut-être au succès de l'intervention de K, était resté jusque-là sur la réserve, s'avança vers la porte vêtue de son seul pantalon, et, s'agenouillant devant K, se pendit à son bras et lui dit « Si tu ne peux pas arriver à nous faire épargner tous les deux, essaye au moins de me délivrer moi. Willem est plus vieux que moi, il a la peau plus dure à tous égards et a déjà subi une fois une peine de ce genre il y a quelques années. Tandis que moi, je ne suis pas encore déshonoré, et je n'ai agi que poussé par Willem qui est mon maître dans le bien et dans le mal. Devant la banque, ma pauvre fiancée attend le résultat de l'affaire, et je ne sais où me cacher. » Il essuya avec le pan de la veste de K son visage ruisselant de larmes. « Je n'attends plus, » dit le bourreau en saisissant la verge des deux mains et en frappant sur Franz, tandis que Willem restait accroupi dans un coin et regardait à la dérobée sans risquer un seul mouvement de tête. Ce fut alors que s'éleva le cri de Franz, d'un seul jet et sur un seul ton. Il ne semblait pas provenir d'un homme, mais d'une machine à souffrir. Tout le corridor en retentit. Toute la maison dut l'entendre. « Ne crie donc pas !» lança K hors de lui, et tout en regardant fiévreusement dans la direction d'où les domestiques devaient venir, il lui donna une bourrade sans violence, mais qui suffit à le faire tomber. On vit l'homme qui battait des mains pour trouver le sol, mais il n'échappa pas au bourreau. La verge alla le trouver à terre. On le voyait monter et descendre en cadence tandis qu'il se roulait de douleur. Déjà un domestique apparaissait au loin, suivi d'un autre à quelques pas. K eut vite fait de refermer la porte. Il s'approcha d'une fenêtre de la cour et l'ouvrit. Le cri avait cessé complètement. Pour empêcher les domestiques d'approcher, il leur cria. « C'est moi !»« Bonsoir, monsieur le fondé de pouvoir, répondirent-ils. S'est-il passé quelque chose? Non, non, répondit K. Ce n'est qu'un chien qui a hurlé dans la cour. Mais comme les domestiques ne bougeaient pas, il ajouta. Rien ne vous empêche de rester à votre travail. Et pour ne pas avoir à causer avec eux, il se pencha à la fenêtre. Au bout d'un moment, quand il regarda de nouveau dans le corridor, ils étaient déjà partis. Il resta pourtant à la croisée. Il n'osait plus retourner dans le cabinet de débarras, et il ne voulait pas non plus rentrer chez lui. La cour qu'il regardait était petite, carrée et entourée de bureaux. Toutes les fenêtres étaient déjà noires, les plus hautes attrapaient tout de même un reflet de lune. K cherchait à distinguer dans un coin noir les voitures à bras qui devaient se trouver là, empêtrées les unes dans les autres. Il était tourmenté de n'avoir pu empêcher la correction des deux inspecteurs, mais il n'y avait pas de sa faute. Si Franz n'avait pas crié, les coups devaient faire très mal, mais dans un moment décisif, il faut savoir se contenir. Si donc Franz n'avait pas crié, K eût très vraisemblablement trouvé un autre moyen de convaincre le bourreau.
Si tous les employés subalternes de cette justice étaient des fripouilles, pourquoi le bourreau, celui qui avait de tous le service le plus inhumain, aurait-il fait exception à la règle? K avait bien vu l'éclair de convoitise qui était passé dans ses yeux à l'aspect des billets de banque. Cet homme n'avait évidemment frappé que pour faire augmenter le pot de vin, et K n'aurait pas épargné, car il avait vraiment à cœur de délivrer les inspecteurs. Puisqu'il avait déjà commencé à lutter contre la corruption de la justice, il était tout naturel qu'il le fit aussi dans ce cas. Mais dès l'instant que Franz s'était mis à crier, K n'avait plus rien à tenter, car il ne pouvait pas risquer de laisser venir les domestiques et peut-être encore un tas de gens qu'il aurait surpris en train de négocier avec les hommes du cabinet de débarras. C'était un sacrifice que personne ne pouvait vraiment exiger de lui. S'il avait eu l'intention de le faire, c'eût été presque plus facile. Il n'aurait eu qu'à se déshabiller lui-même et à s'offrir à la place des inspecteurs. Mais le bourreau n'eût certainement pas accepté cet ersatz, puisqu'il n'en eût pas moins forfait gravement à son devoir, sans en tirer nul bénéfice, et doublement forfait, car la personne de K devait être sacrée pour les employés de la justice pendant toute la durée du procès. À moins que certaines dispositions ne prévissent des exceptions. Quoi qu'il en fût, K n'avait pu que refermer les portes. Encore était-ce loin de lui épargner tout danger. Il était regrettable qu'il eût porté un coup à Franz. Son émotion pouvait seule expliquer sa conduite. Les pas des domestiques se firent entendre au loin. Pour ne pas se faire remarquer, il ferma alors la fenêtre et se dirigea vers l'escalier principal. Près de la porte du débarras, il s'arrêta et écouta un instant. On n'entendait pas un bruit. L'homme pouvait bien avoir tué les inspecteurs sous les coups. N'était-il pas complètement à sa merci? K allongeait déjà la main vers la poignée de la porte, mais il se reprit aussitôt. Il ne pouvait plus aider personne. Tous les domestiques allaient arriver. En revanche, il se promit de parler de cette histoire et de faire punir, dans la mesure où il le pourrait, les vrais coupables qui étaient les hauts fonctionnaires dont nul n'avait encore osé se montrer à lui. En redescendant le perron de la banque, il observa attentivement tous les passants, mais aussi loin qu'il regarda, nulle jeune fille n'attendait qui que ce fût. Les dires de Franz, qui déclarait que sa fiancée l'attendait là, représentaient donc un mensonge, excusable à la vérité car il n'avait eu d'autre but que d'accroître la pitié de K. Le jour suivant, le souvenir des inspecteurs ne quitta pas l'esprit de K. Il fut distrait pendant tout son travail, et pour arriver à le finir, il resta encore au bureau un peu plus longtemps que la veille. En repartant, comme il passait devant le cabinet, son obsession le poussa à l'ouvrir, et ce qu'il aperçut alors, au lieu de l'obscurité attendue, le plongea dans l'affolement. Tout était exactement tel qu'il l'avait trouvé la veille en ouvrant la porte. Les vieux imprimés, les encriers derrière le seuil, le bourreau avec sa verge, les inspecteurs encore complètement habillés, et la bougie sur le rayon. Et les inspecteurs se mirent à se plaindre comme la veille. Maître, maître! K referma aussitôt la porte, et tapa même à coups de poing dessus, comme si elle devait s'en trouver mieux fermée. Presque pleurant, il se rendit dans la pièce où les domestiques travaillaient tranquillement à la polycopie. Ils s'arrêtèrent étonnés dans leur besogne. Nettoyez donc une bonne fois ce cabinet de débarras, leur cria-t-il. On nage dans la saleté ici. Les domestiques dirent qu'ils le feraient dès le lendemain. K approuva, car il était vraiment trop tard pour les y obliger encore comme il en avait eu l'idée. Il s'assit un instant près d'eux, afin de les garder à vue, fourragea dans le tas de copies, en croyant se donner par là l'air d'examiner le travail, puis repartit, le cerveau vide et fatigué, en se rendant compte que les domestiques n'oseraient pas s'en aller en même temps que lui. Et c'est la fin du chapitre 5, les amis. On se marque une courte pause. Vraiment très courte pause. Parce que le chapitre a été très très court pour le coup. Donc ouais, je vais essayer de ne pas faire long pour cette pause. Alors, non. Bonsoir Dimal, tout d'abord. Et alors non, poésie, je sais que ça peut paraître comme ça, mais non. Ce n'est pas une étrange ambiance érotico-policière. Il n'y a pas du tout d'évocation de plaisir masochiste. C'est pas du tout, du tout, du tout. C'est pas du tout le propos. C'est vraiment pas du tout le propos du bouquin. Euh, j'ai été assez étonné quand même de voir ça. Mais d'un autre côté, je trouve que ça fait bien la suite de ce qu'on a lu jusqu'à présent.
En fait, on a vraiment monté le curseur d'un cran. On est vraiment monté d'un cran. Là où, comme je le disais en introduction, le personnage de K jusqu'à présent était assez tranquille quand même. Je pense qu'il prenait pas l'envergure de la situation. Et là, voilà, là, il commence à vraiment comprendre qu'il est quelque part encerclé par cette situation et que bien qu'il reste, je le rappelle, arrêté mais libre, bah en fait, tout lui rappelle constamment sa situation, presque sa, comment dire, son état. Euh, et, euh, et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant parce que là, ça vient peut-être plus que la hiérarchie. Alors, il y a toujours une dénonciation de la hiérarchie, il y a toujours une dénonciation du système, si je puis dire, administratif, tout ça, voire judiciaire, mais il y a une composante supplémentaire, en tout cas dans la bouche du héros, dans la bouche de K, qui est d'en vouloir aux hauts fonctionnaires. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il n'en veut pas aux hauts fonctionnaires forcément la personne, il en veut peut-être aux hauts fonctionnaires la fonction. Ça, c'est quelque chose qui est très important, je trouve, dans la littérature de Kafka. Euh, c'est comment la société, la hiérarchie, l'administration, les systèmes, entre guillemets, j'allais dire broie l'individu, mais c'est une expression un peu galvaudée. Je sais pas si c'est vraiment broie l'individu, je sais pas si c'est ce qu'il pense non plus, et voilà, ce sont juste des choses comme ça qui me passent par la tête. Je sais pas si c'est vraiment la théorie de Kafka, mais j'ai l'impression qu'il veut nous montrer le rapport de l'individu à tous ces systèmes et à quel point ça peut le rendre, euh, le rendre invisible, le rendre inefficace, inopérant, interchangeable. Euh, à quel point l'individu au final n'a plus d'importance dans ce système. À quel point, ouais, à quel point presque peu importe qui ça peut être derrière cette fonction. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Il y a une dénonciation plus importante, enfin plus importante, plus ciblée qui commence à se dégager, et je trouve ça hyper intéressant. Euh, Encore une fois, on a ce double élan, pardon, où à chaque fois, avec les autres personnages avec lesquels il va interagir, il y a à la fois de la sympathie, de l'empathie, de la pitié. Voilà, il a envie de sauver Willem et Franz. Il a pas envie qu'il se fasse battre par sa faute, qu'il se fasse punir par sa faute en quelque sorte. Et en même temps, il n'a pas envie qu'il soit découvert, il n'a pas envie que ça lui attire des problèmes avec ses voisins. Enfin, il y a vraiment, il y a vraiment matière à de nombreuses réflexions, je trouve, sur un chapitre de pourtant une dizaine de pages, quoi. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Ça pose plein de questions sur sa place dans la société, en somme. Euh, sur comment on va interagir avec les gens autour de nous, sur comment on va être perçu par les gens autour de nous. Jusqu'à où on est prêt à agir selon ce qu'on pense être bien si ça nous attire des soucis. Enfin ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et je trouve ça très marquant aussi, cette oppression constante dans le caractère absurde de ce qui arrive depuis le début du roman. C'est-à-dire que c'est complètement. Ça semble complètement absurde et complètement aberrant, ouais. Ce truc de, à chaque fois, les pièces avoisinantes à son appartement se retrouvent mystérieusement habitées, comme si c'était des sortes de fantômes, entre guillemets, qui le hantaient constamment, quoi. Donc ouais, toutes ces pièces sont habitées par ces problèmes en fait, par ces problèmes et je pense que c'est vraiment une métaphore de l'oppression de l'administration, du judiciaire, euh, du système, de la société, du gouvernement et ainsi de suite. C'est hyper intéressant, hyper intéressant. Euh, Non, 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 poésie.
Non, ça c'est une vision perverse des choses, c'est pas du tout le propos. C'est pas du tout le propos. Alors après, chacun peut avoir pardon. Après, chacun peut avoir son interprétation, bien sûr, hein, comme d'habitude. Euh, mais, euh, mais ouais, là, clairement, je trouve que c'est vraiment pas le propos. Coucou, bonsoir petite Sam, comment ça va? Ouais, t'as loupé le chapitre 5, qui fait une dizaine de pages. Je ne connais pas l'œuvre, donc je cite Wikipédia. La tension sexuelle sous-jacente à l'ouvrage se manifeste sous forme d'interlude à travers les visites que Kafka rend à Félix à plusieurs reprises. Elle transparaît sous la description méthodique et pudique que Kafka fait des scènes avec Lenny ou Mademoiselle Bursner. Pour le moment, personnellement, j'ai pas ressenti ça, mais euh, chacun y voit ce qu'il veut. Chacun y voit ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est. Ouais. Je trouve que c'est pas ce qu'il faut voir dans ce chapitre, mais tu y vois ce que tu veux. Chacun est libre d'interpréter chaque œuvre comme il le désire, c'est ça qui est cool. Euh, Bien, je pense que j'ai déjà fait une pause extrêmement longue. Ah, moi je trouve ça pas évident. Après, pour ici, tu as entendu ce chapitre tiré de son contexte, entre guillemets, et je pense que c'est une vision très moderne de penser. En fait, ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je pense aussi que c'est invalide, entre guillemets, parce que je pense que c'est une vision très très moderne de la sexualité. Les coups de verge, les coups de maître, esclave et ainsi de suite. Enfin, je pense pas que c'était autant inscrit dans l'imaginaire collectif, si je peux dire, à l'époque. Et, euh, et surtout, moi, j'ai du mal à voir cette interprétation-là parce que quand je le mets en corrélation à tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, si on prend une interprétation vraiment sexuelle, je trouve qu'il n'y a aucun rapport, quoi. Je trouve que ça n'aurait aucun sens avec tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Mais après, c'est possible. Mais ouais, moi dans ce passage-là, j'y vois pas ça, perso. Bien, les amis. Moi, j'y vois plutôt les punitions arbitraires de l'administration qui, peu importe, peu importe la personne, bah voilà, la justice est implacable, entre guillemets, donc il y a même un mec dont c'est le rôle, dont c'est la fonction, encore une fois, on revient toujours à ce truc de fonction, de punir les autres qui ont manqué à leur fonction, justement. Oui, bah, bien sûr, poésie, je suis d'accord avec toi, mais bon. Là, en l'occurrence, dans ce passage, je vois pas du tout pourquoi ça serait ça, quoi. Enfin bon, après, peut-être que je me trompe, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, par contre, j'ai l'impression d'avoir galéré à lire ce soir, je sais pas ce qui m'arrive, je suis désolé. J'ai vraiment du mal par rapport aux fois précédentes, je trouve. Je vais essayer de faire mieux pour ce qui arrive. Euh, Et puis, let's go! Je pense qu'on est parti. Chapitre 6, l'oncle Lenny, justement, on parle de Lenny là. Euh, Je vais lire 15 pages environ, je me ferai une pause et je lirai les 15 dernières pages. On fait ça comme ça. En fait, je pense, je commence à avoir des théories parce que bon, ça fait tellement longtemps que je fais des lives de lecture que j'ai remarqué des petites choses. Et là, je pense que ma théorie, c'est que j'ai trop mangé. Ma théorie, c'est que j'ai trop mangé et donc je suis en pleine digestion, j'ai le bide bien tendu, j'ai la panse bien tendue. Donc, du coup, ça rend la lecture compliquée pour moi. Ça rend ma gestion d'air plus difficile. Bref. Allez, on est parti. Bonne écoute à tous et à dans quelques minutes pour la seconde pause de ce soir. On est parti. Chapitre 6. L'oncle. Lenny. Un après-midi, c'était l'heure du courrier et K se trouvait précisément très occupé. Il vit venir à lui son oncle, un petit propriétaire foncier qui arrivait de sa campagne et qui pénétra dans le bureau en se glissant entre deux domestiques au moment où ils apportaient des papiers. K fut moins effrayé du fait qu'il ne l'avait été de l'idée que son oncle allait arriver. Quand cette pensée lui était venue, il y avait déjà quelque temps. L'oncle était obligé de venir, K s'en doutait depuis un mois.
À ce moment-là, il lui avait semblé le voir, un peu voûté, écrasant son panama de la main gauche et tendant du plus loin la droite à son neveu. Il la lançait au-dessus du bureau avec une précipitation brutale et renversait tout au passage. L'oncle se trouvait toujours pressé, poursuivi qu'il était par la malheureuse idée qu'il devait régler dans le seul jour où il restait dans la capitale tout ce qu'il s'était proposé et ne devait laisser, pour combler, échapper nul des entretiens, des affaires ou des plaisirs qui se présentaient à l'occasion. K, qui lui devait beaucoup d'obligations, car il était son ancien pupille, devait l'aider en tout cela, et lui offrir en outre le gîte pour la nuit. Aussi l'appelait-il avec terreur le fantôme rustique. Dès les premières effusions, l'oncle n'eut pas le temps de s'asseoir dans le fauteuil que son oncle lui offrait. Il pria K de lui accorder un bref entretien confidentiel. C'est une chose nécessaire, dit-il, en avalant péniblement sa salive. c'est une chose nécessaire à ma tranquillité. K renvoya aussitôt tous les domestiques en leur défendant de laisser entrer qui que ce fût. Qu'ai-je appris, Joseph? S'écria l'oncle dès qu'ils furent seuls. Et il s'assit sur la table en fourrant pour plus de confort sous son derrière divers papiers qu'il ne regarda même pas. K se taisait. Il savait ce qui allait venir. Mais délesté soudain d'un travail épuisant, il commençait involontairement par s'adonner à une agréable lassitude et regarder par la fenêtre le côté opposé de la rue dont on ne voyait de son siège qu'une petite portion triangulaire, un morceau de mur vide entre deux vitrines. Tu regardes par la fenêtre, s'écria l'oncle en levant les bras. Pour l'amour du ciel, Joseph, réponds-moi. Dis-le-moi, s'il te plaît, cette chose est-elle vraie? Peut-elle vraiment être vraie? Cher oncle, dit K en s'arrachant à sa distraction, je ne vois pas du tout ce que tu me veux. Joseph, dit l'oncle sur un ton d'avertissement. Tu as toujours dit la vérité autant que je sache. Tes derniers mots m'annonceraient-ils un changement? Je devine bien un peu ta pensée, dit alors K docilement. Tu as sans doute entendu parler de mon procès. Et par qui donc? Erna me l'a écrit, dit l'oncle. Tu ne la vois jamais, tu ne t'inquiètes hélas guère d'elle, mais elle l'a tout de même appris. J'ai reçu sa lettre aujourd'hui. Naturellement, je suis venu tout de suite. Je n'avais pas d'autre motif, mais il me semble qu'il suffit. Je peux te montrer le passage qui te concerne. Il tira la lettre de son portefeuille. Voilà l'endroit. Elle m'écrit. Il y a longtemps que je n'ai pas vu Joseph. La semaine dernière, je suis allé le voir à la banque, mais il était si occupé qu'on ne m'a pas laissé entrer. J'ai attendu plus d'une heure, et puis j'ai été obligé de revenir à la maison à cause de la leçon de piano. J'aurais bien aimé lui parler, mais peut-être une occasion s'en présentera-t-elle bientôt. Pour mon anniversaire, il m'a envoyé une grande boîte de chocolat, c'était bien gentil de sa part. J'avais oublié de vous l'écrire la dernière fois, je ne m'en souviens que maintenant que vous me le demandez. C'est que le chocolat disparaît tout de suite à la pension. On n'a pas le temps de savoir qu'on l'a reçu, qu'il est déjà envolé. Mais en ce qui concerne Joseph, je voulais te dire autre chose. Comme je vous l'écrivais plus haut, je n'ai pas pu le voir à la banque parce qu'il était en pourparlers avec un monsieur. Après avoir attendu tranquillement un bon moment, j'ai demandé à un domestique si l'entrevue devait durer encore longtemps. Il m'a dit que cela se pourrait bien parce qu'il s'agissait sans doute du procès qu'on avait intenté à monsieur le fondé de pouvoir. Je lui ai demandé ce que c'était que ce procès, et s'il ne se trompait pas. Mais il m'a affirmé qu'il ne se trompait pas, et que c'était bien un procès, et même grave, mais qu'il n'en savait pas plus long. Il disait qu'il aurait bien voulu aider monsieur le fondé de pouvoir, qui était un homme bon et juste, mais qu'il ne savait comment s'y prendre et qu'il souhaitait que des gens influents s'en occupassent. Il pensait d'ailleurs que c'était ce qui se produirait sûrement, et que tout prendrait une bonne fin, mais que la situation n'avait pas l'air bien fameuse pour le moment à en juger, d'après l'humeur de monsieur le fondé de pouvoir. Naturellement, je n'ai pas ajouté beaucoup d'importance à ce discours et j'ai cherché à rassurer cet homme naïf. Je lui ai défendu de parler de cette histoire, je tiens tout cela pour Cancan. Tout de même, il serait peut-être bon, cher papa, que tu t'en occupes à ta prochaine venue. Il te sera facile d'apprendre des détails et d'intervenir s'il y a lieu. Tu as des amis influents. Si ce n'était pas nécessaire, ce qui me semble plus vraisemblable, cela procurerait du moins à ta fille une occasion de t'embrasser qui lui ferait le plus grand plaisir. La brave enfant, dit l'oncle quand il eut fini de lire, et il essuya quelques larmes. K hocha la tête pensivement. À la suite de ses derniers ennuis, il avait complètement oublié Erna. Il avait même négligé de lui souhaiter son anniversaire. L'histoire du chocolat n'avait été visiblement inventée que pour le préserver des reproches de son oncle et de sa tante.
C'était une chose très touchante, et qu'il ne récompenserait certainement pas à sa valeur en envoyant régulièrement, comme il le ferait désormais, des cartes de théâtre à Erna. Mais dans sa situation présente, il ne se sentait pas en état d'aller voir à sa pension une petite fille de 18 ans et de converser avec elle. Eh bien, que dis-tu maintenant? Demanda l'oncle à qui la lettre avait fait oublier toute hâte et toute émotion, et qui semblait la relire encore. Ma foi, cher oncle, dit K, c'est vrai. Vrai, s'écria l'oncle. Qu'est-ce qui est vrai? Comment cela peut-il être vrai? Quel est ce procès? Ce n'est tout de même pas un procès criminel. C'en est un, dit K. Et tu es assis là tranquillement quand tu as un procès criminel sur les bras? S'écria l'oncle, qui s'excitait de plus en plus. Plus je suis calme, mieux ça vaut, dit K avec lassitude. Ne crains donc rien. Cela ne saurait me tranquilliser, s'écria l'oncle. Pense à toi, à tes parents, à notre bon renom. Tu as été notre honneur jusqu'ici. Tu ne dois pas devenir notre honte. Ton attitude, il considérait K en inclinant la tête de côté. Ton attitude ne me plaît pas. Ce n'est pas ainsi que se conduit un condamné innocent quand il est encore en pleine force. Dis-moi vite de quoi il s'agit afin que je puisse t'aider. C'est de la banque, naturellement. Non, dit K en se levant. Mais tu cries trop fort, mon cher oncle. Le domestique est sûrement derrière la porte à écouter. Cela m'est désagréable. Il vaut mieux nous en aller. Je répondrai alors de mon mieux à toutes tes questions. Je sais très bien que je dois des comptes à la famille. Parfait, cria l'oncle. Parfait, dépêche-toi. Joseph, dépêche-toi. Je n'ai, dit K, que quelques ordres à donner. Et il appela au téléphone son remplaçant qui ne tarda pas à arriver. L'oncle, dans son excitation, montra de la main au remplaçant que K l'avait fait appeler, ce que personne ne songeait à mettre en doute. K, debout devant son bureau, expliqua à voix basse au jeune homme, qui écoutait d'un air froid mais attentif, ce qu'il y aurait encore à faire en son absence, en montrant différents papiers. L'oncle commença par gêner en restant planté là, avec des yeux surpris, et en se mordillant nerveusement les lèvres, sans écouter à dire vrai, mais l'apparence suffisait. Il se mit ensuite à aller et venir dans la pièce, s'arrêtant de temps à autre à regarder par la fenêtre ou à considérer une gravure, et poussant à chaque fois différentes exclamations comme Je n'y comprends absolument rien » ou « Je vous demande un peu ce qui va sortir de là ». Le jeune homme fit semblant de ne rien remarquer. Il écouta posément jusqu'au bout les ordres de K, prit quelques notes et disparut après un petit salut à l'adresse de son chef, comme aussi à celle de l'oncle, qui lui tournait malheureusement le dos à ce moment-là, occupé qu'il était à regarder par la fenêtre, dont il froissait les rideaux à pleine main. La porte était à peine refermée que l'oncle s'écria « Enfin, voilà donc ce guignol parti. Nous allons pouvoir faire comme lui. » Il n'y eut malheureusement pas moyen de le décider à interrompre ses questions sur le procès dans le péristyle où évoluaient des employés et des domestiques, et où le directeur adjoint vint un passer juste à ce moment. « Eh bien, Joseph, » commença l'oncle en répondant par un léger salut aux révérences des gens présents. « Dis-moi maintenant bien franchement ce qu'est ce procès. » K débita quelques banalités, puis, une fois sur l'escalier, il expliqua à son oncle qu'il n'avait pas voulu parler devant les gens. « Très bien, » dit l'oncle. « Mais maintenant, parle !» Et il écouta, la tête penchée, en fumant son cigare à petites bouffées hâtives. « Avant tout, cher oncle, dit K, il ne s'agit pas d'un procès devant la justice ordinaire. »« Voilà qui est mauvais, » fit l'oncle. « Comment » dit K en le regardant. « Je dis que c'est mauvais, » répéta l'oncle. Il se tenait à ce moment-là sur l'escalier du perron, et, comme le portier semblait prêter l'oreille, K entraîna rapidement l'oncle plus bas. Ils débouchèrent dans le trafic animé de la rue. L'oncle, qui s'était accroché au bras de K, pressa moins violemment son neveu de questions. Ils allèrent même un moment sans parler. « Mais comment cela est-il arrivé » demanda-t-il finalement, en s'arrêtant si net que les gens derrière lui se détournèrent de leur route avec effroi. « Ces choses-là ne viennent pourtant pas brusquement. Elles se préparent de longue date. Tu as bien dû les voir venir. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Tu sais bien que je fais tout pour toi. Je suis encore un peu ton tuteur, et jusqu'ici, j'en ai toujours été fier. Naturellement, je suis toujours prêt à t'aider, seulement c'est très difficile maintenant que le procès est engagé. Le mieux serait que tu prises un petit congé, que tu viendrais passer chez nous à la campagne. Je m'aperçois que tu as un peu maigri. À la campagne, tu te referas, et ce sera une bonne chose, car bien des fatigues t'attendent encore. Ce séjour t'arrachera d'ailleurs un peu à la justice. Ici, ils ont tous les moyens possibles. Tu en es victime forcément. Tout cela se passe automatiquement. À la campagne, ils seraient obligés de commencer par envoyer des gens ou de te réclamer par la poste, le télégraphe, le téléphone.
C'est forcément d'un effet moins violent et, si cela ne te libère pas, tu as tout de même le temps de respirer. Mais il pourrait m'empêcher de partir, déclara K un peu influencé par le discours de son oncle. Je ne crois pas qu'il le ferait, répondit l'oncle pensivement. Il garde assez de pouvoir, même en te laissant voyager. Je pensais, dit K en prenant son oncle sous le bras pour l'empêcher de s'arrêter, que tu accorderais à cette histoire encore moins d'importance que moi, mais je vois que tu la prends encore plus mal. Joseph, Joseph, s'écria l'oncle en cherchant à se dégager pour pouvoir s'arrêter. Mais K ne le lâcha pas. Joseph, on t'a changé. Je t'avais toujours connu un jugement sûr, et voilà que la tête t'abandonne. Veux-tu donc perdre ton procès? Sais-tu ce que cela signifierait? Cela voudrait dire tout simplement que tu serais rayé de la société, et toute ta parenté avec. En tout cas, ce serait la pire humiliation. Joseph, ressaisis-toi, je t'en prie. Ton indifférence me rend fou. À te voir, on croirait presque que tu veux vérifier le proverbe. Avoir un pareil procès, c'est déjà l'avoir perdu. Cher oncle, dit K, tu t'excites. Il ne sert à rien de s'exciter, pas plus à moi qu'à toi. Ce n'est pas en s'excitant qu'on gagne les procès. Permets-moi de faire valoir un peu mon expérience. Tu sais bien que j'écoute toujours la tienne, même quand elle me surprend. Puisque tu dis que toute la famille aurait à souffrir du procès, ce que je ne comprends pas pour ma part, mais c'est secondaire. Je veux bien faire tout ce que tu me diras, mais je ne crois pas que ce séjour à la campagne soit profitable dans le sens où tu l'entends, car une fuite équivaudrait à un aveu même. D'ailleurs, si je suis plus exposé aux poursuites en restant ici, j'y suis mieux aussi pour me défendre. Fort bien, dit l'oncle sur un ton qui marquait un rapprochement. Je ne te faisais cette proposition que parce que je te voyais gâcher ici ta cause par ton indifférence, et que j'aurais trouvé meilleur de m'en occuper à ta place, mais si tu veux t'y mettre toi-même de toutes tes forces, c'est naturellement beaucoup mieux. Nous voilà donc d'accord là-dessus, déclara K. Et peux-tu me dire maintenant ce que je devrais faire en premier? Il faut me laisser le temps de réfléchir, dit l'oncle. Songe qu'il y a 20 ans que j'ai quitté la ville. Le flair s'émousse. On ne sait plus à quelle porte on doit frapper. Les relations que j'entretenais avec des personnalités qui auraient peut-être pu te servir dans cette aventure se sont relâchées d'elles-mêmes. Je suis un peu abandonné à la campagne, tu le sais. C'est dans des occasions comme celle-ci qu'on le remarque. Ton affaire se présente à moi d'une façon bien inopinée, quoique la lettre d'Erna m'y est un peu préparée et que ton attitude présente confirme presque mes pressentiments. Mais peu importe. L'essentiel est maintenant de ne pas perdre une minute. Il n'avait pas fini de parler que, dressé sur la pointe des pieds, il avait déjà fait un signe à une auto, et, tout en jetant une adresse au chauffeur, il poussait K dans la voiture. Nous allons de ce pas, dit-il, chez Madame Hould. Ah, je crois pas que ce soit Madame, pardon. C'est marrant, j'ai jamais vu ça. Un M majuscule E. Excusez-moi, je sais pas ce que c'est. C'est maître, peut-être? Peut-être maître? Je vérifie vite fait. Alors. Ouais, ça a l'air d'être ça. Maître. Ok. Eh ben, je ne connaissais pas cette abréviation. C'est marrant. Ok, je reprends cette phrase du coup. Nous allons de ce pas, dit-il, chez Maître Huld, l'avocat. C'est un de mes anciens condisciples. Tu le connais certainement de nom. Tu dis que non? Voilà qui est étrange. Il a pourtant une assez grosse réputation comme défenseur et comme avocat des pauvres. Mais c'est surtout l'homme en lui qui m'inspire confiance. Je suis d'accord avec toi dans tout ce que tu entreprends, dit K malgré la hâte et la brusquerie avec lesquelles son oncle traitait l'affaire. Il n'était pas très réjouissant pour un accusé d'aller trouver l'avocat des pauvres. Je ne savais pas, dit-il, qu'il fallut prendre un avocat dans une affaire de ce genre. Mais voyons, dit l'oncle, c'est tout naturel. Pourquoi n'en prendrait-on pas? Et maintenant raconte-moi tout ce qui s'est passé jusqu'ici, pour me mettre au courant de l'affaire. K dévida immédiatement son histoire sans en rien taire, car il ne pouvait protester que par une entière franchise contre l'opinion de son oncle qui voyait une grande honte dans ce procès. Il ne mentionna qu'une fois, et de façon superficielle, le nom de mademoiselle Bursner, mais cela n'entamait pas sa loyauté puisque la jeune fille n'avait rien à voir avec le procès. Tout en parlant, il regardait par la portière. Il vit alors qu'il se rapprochait du faubourg, où se trouvaient les bureaux de la justice. Il le fit observer à son oncle, mais l'oncle ne trouva rien de bien curieux à cette coïncidence. La voiture s'arrêta devant une sombre maison.
L'oncle sonna à la première porte du rez-de-chaussée. Il souriait en faisant voir ses grandes dents pendant qu'il attendait la réponse, et chuchotait à son neveu. 8 heures, ce n'est vraiment pas une heure pour les clients, mais Hould ne m'en voudra pas. Deux grands yeux noirs vinrent se montrer derrière le judas de la porte, regardèrent un instant les visiteurs, puis disparurent. Mais la porte ne s'ouvrit pas. L'oncle et K se confirmèrent réciproquement le fait qu'ils avaient vu les yeux. C'est une nouvelle bonne qui a peur des étrangers, dit l'oncle en frappant de nouveau. Les deux yeux apparurent encore. Ils avaient presque l'air tristes, mais peut-être n'était-ce qu'une illusion d'optique provoquée par la flamme du gaz qui brûlait en sifflant au-dessus de leur tête, sans donner cependant qu'une faible lueur. Ouvrez, cria l'oncle en frappant du poing. Ce sont des amis de monsieur l'avocat. Monsieur l'avocat est malade, chuchota quelqu'un derrière eux. C'était un monsieur en robe de chambre, debout sur le seuil d'une porte, à l'autre extrémité du couloir, qui avait fait cette déclaration d'une voix extrêmement basse. L'oncle, déjà furieux de sa longue attente, se retourna d'un coup pour crier. Malade? Vous dites qu'il est malade? Et il s'avança d'un air menaçant, comme si ce monsieur eût représenté la maladie elle-même. On vous ouvre, dit le monsieur en montrant la porte de l'avocat, puis il referma sa robe de chambre et disparut. La porte s'était vraiment ouverte. Une jeune fille, car reconnut les yeux noirs du Judas, c'étaient des yeux un peu saillants, une jeune fille se tenait dans le vestibule, enveloppée d'un long tablier blanc et une bougie à la main. Une autre fois, vous ouvrirez un peu plus tôt, dit l'oncle avant de la saluer, tandis que la jeune fille faisait une petite courbette. Viens, Joseph, dit-il ensuite à K, qui se glissa lentement en passant devant la jeune fille. Monsieur l'avocat est malade, dit la jeune fille en voyant que l'oncle se dirigeait vers l'une des portes sans prendre le temps de s'arrêter. K ne cessait de la regarder avec étonnement, bien qu'elle se fût déjà tournée pour refermer. Elle avait une figure poupine et toute ronde. Non seulement ses pâles joues et son menton, ses tempes elles-mêmes étaient rondes, et son front était rond aussi. Joseph, cria encore l'oncle, puis il demanda à la jeune fille. C'est le cœur, sans doute. Je crois, dit la jeune fille qui était revenue leur montrer le chemin avec sa lumière et leur ouvrir la porte de la chambre. Dans un angle de cette pièce, où la lueur de la bougie ne pénétrait pas encore, un visage à longue barbe s'éleva au-dessus du lit. Qui vient donc là, Lenny demanda l'avocat qui, aveuglé par la lumière, ne reconnaissait pas les visiteurs. C'est Albert, c'est ton vieil ami, répondit l'oncle. Hélas, Albert, fit l'avocat en se laissant retomber sur son oreiller comme s'il n'avait rien à cacher à ce visiteur. Cela va-t-il tellement mal? Demanda l'oncle en s'asseyant sur le bord du lit. Je ne pense pas, c'est un accès de faiblesse cardiaque, comme tu en as déjà eu si souvent, et qui passera comme les autres. C'est possible, fit l'avocat à voix basse, mais il est pire que tous les autres. J'ai peine à respirer, je ne dors pas, et je perds mes forces chaque jour. Ah ah, dit l'oncle en appuyant son panama de sa grande main sur son genou. Voilà de mauvaises nouvelles. Es-tu bien soigné tout au moins? Il fait si triste ici, si sombre. Il y a déjà longtemps que je ne suis plus venu. Il me semble qu'autrefois ta maison était plus gaie. Ta petite demoiselle a l'air d'être bien triste, elle aussi, à moins que ce ne soit un masque. La jeune fille restait toujours avec sa bougie près de la porte, autant que le vague de son regard permit de s'en rendre compte. Elle semblait regarder K plutôt que l'oncle, même quand celui-ci parlait d'elle. K s'appuyait sur un siège qu'il avait poussé à proximité de la jeune fille. Quand on est malade comme moi, dit l'avocat, on a besoin de repos. Ce calme n'est pas triste pour moi. Il ajouta au bout d'un moment. Et puis Lenny me soigne bien, elle est gentille. Mais l'oncle ne fut pas convaincu. Il était visiblement prévenu contre la jeune infirmière. Il eut beau ne pas répondre à l'avocat, il ne cessa de la suivre d'un regard sévère quand il la vit aller vers le lit, poser la bougie sur la table de nuit, se pencher sur maître Huld et chuchoter avec lui en rangeant les oreillers. Oubliant presque tout égard pour le malade, il se leva et se mit à aller et venir derrière elle d'un tel air que K n'eût pas été étonné de le voir attraper cette femme par la robe et la repousser loin du lit. Quant à lui, il observait avec calme. La maladie de l'avocat ne lui était même pas entièrement désagréable, car s'il n'avait pu s'opposer au zèle que l'oncle voulait déployer pour sa cause, il acceptait volontiers que le cours de ce zèle fût détourné sans intervention de sa part. L'oncle déclara, peut-être uniquement pour offenser la garde-malade, « Mademoiselle, laissez-nous un instant, s'il vous plaît. J'ai une affaire personnelle à discuter avec mon ami. »
L'infirmière, qui était encore profondément penchée sur l'avocat et s'occupait de border le lit du côté du mur, détourna seulement la tête et répondit sur un ton calme qui contrastait étrangement avec les propos de l'oncle, tantôt haché par la fureur, tantôt d'un débit débordant. Vous voyez bien que monsieur est si malade qu'il ne peut discuter nulle affaire en ce moment. Elle n'avait sans doute répété l'expression de l'oncle que pour plus de commodité, mais même à un indifférent, l'intention pouvait paraître ironique. Aussi l'oncle sursauta-t-il comme si on l'avait piqué. Quelle diablesse s'écria-t-il d'une voix à peine compréhensible dans le premier gargouillement de l'émotion. K, prenant peur, bien qu'il se fût attendu à quelque chose de ce genre, courut à l'oncle avec l'intention arrêtée de lui fermer la bouche des deux mains. Le malade se redressa heureusement à ce moment, sa silhouette surgit derrière la jeune fille. L'oncle fit l'horrible grimace d'un monsieur qui avale une chose répugnante, puis déclara plus calmement « Je n'ai pas encore perdu la raison, mademoiselle. Si ce que je demande n'était pas possible, je ne le demanderais pas. » Pardon ? C'était l'oncle qui parlait. Excusez-moi, décidément j'ai du mal ce soir, c'est ouf. L'oncle fit l'horrible grimace d'un monsieur qui avale une chose répugnante, puis déclara plus calmement « Je n'ai pas encore perdu la raison, mademoiselle. Si ce que je demande n'était pas possible, je ne le demanderais pas. Maintenant, laissez-nous, s'il vous plaît. » L'infirmière se tenait debout, au chevet du lit, la tête tournée en plein vers l'oncle. K crut remarquer qu'elle caressait la main de l'avocat. « Tu peux tout dire devant Lenny, » fit le malade d'un ton suppliant. « La chose ne me concerne pas, » dit l'oncle. « Ce n'est pas de mon secret qu'il s'agit. » Il se retourna comme pour indiquer qu'il ne voulait plus discuter, mais qu'il laissait encore un instant de réflexion à son interlocuteur. « De qui s'agit-il donc » demanda l'avocat d'une voix mourante en se recouchant. « De mon neveu. Je l'ai fait venir ici, et il présenta Monsieur le fondé de pouvoir Joseph K. »« Oh » dit le malade plus vivement en avançant la main vers K. « Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. »« Va, Lenny, » dit-il ensuite à l'infirmière qui ne fit plus aucune difficulté, et lui tendit la main comme si elle partait pour longtemps. « Tu n'es donc pas venu ?» dit-il enfin à l'oncle qui s'était rapproché plus amicalement. « Tu n'es pas venu pour le malade, mais pour l'affaire. » Et je vais m'arrêter là pour le moment sur ce chapitre 6, que je poursuivrai et terminerai dans quelques minutes. Mais avant, on se marque une courte pause, les amis. Et pour le coup, ça sera la dernière pause de ce soir. Bonsoir The Crazy Cars, comment ça va? Je sais pas si je suis toujours parmi nous, mais bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur ce live. Je vais lire tout le livre, mais pas aujourd'hui en effet. En effet. Je vais lire aujourd'hui chapitre... Donc j'ai déjà lu le chapitre 5 et je vais lire le chapitre 6 également. Et puis les chapitres précédents sont déjà en rediffusion sur YouTube. Et les chapitres à venir, ça sera tous les mardis et vendredis en live à 21h. Voilà. Alors je suis vraiment désolé archi désolé. Je sais que je m'excuse énormément dans mes lives et que ça a tendance à agacer certaines personnes. Mais bon, je suis désolé, c'est comme ça. Mais là, ce soir, d'autant plus que j'ai eu vraiment plusieurs fois des couacs. J'ai vraiment eu plusieurs fois du mal à faire la lecture convenablement. J'ai plusieurs fois bafouillé, je me suis plusieurs fois repris. Et même j'ai un peu du mal à suivre l'histoire. Je pense pas que ça soit le texte qui ait changé depuis la dernière fois, parce que sur les 2 premiers lives de lecture sur ce roman, ça s'est bien passé. Donc je pense pas que ça soit l'écriture en elle-même qui ait changé. Donc je pense que c'est juste vraiment moi ce soir qui doit être un peu fatigué ou qui doit pas être dans le mood. Donc voilà, je suis désolé, j'espère que ça reste quand même compréhensible. Je vais dire, dans l'ordre des priorités, je veux que ça soit compréhensible. Après, si au-dessus de compréhensible, ça peut être fluide, c'est cool. Et si au-dessus de fluide, ça peut être agréable, là c'est le Saint Graal. Mais bon, voilà, mon but c'est que ça reste surtout compréhensible, qu'on puisse écouter et comprendre ce qui se passe. Donc j'espère que ça reste au moins compréhensible. Et puis j'espère faire une meilleure prestation pour la fin de lecture de ce soir. Mais ouais, j'ai un peu de mal ce soir, j'ai un peu de mal, je dois avouer. Peut-être
Bon, de toute façon, c'est comme ça, on en a déjà parlé souvent aussi lors des lives, hein, mais c'est comme ça sur tous les domaines, je ne vous apprends rien, hein, ça arrive à tout le monde d'avoir des jours avec et des jours sans. C'est peut-être un jour sans pour moi aujourd'hui. Alors, The Crazy Cars, la lecture du Petit Prince est disponible en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Donc, bah écoute, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Si ça t'intéresse, tu pourras trouver ça directement dans la playlist et si on lisait Le Petit Prince. Effectivement, plus de petits couacs que la dernière fois, mais rien de gênant pour la compréhension, t'inquiète. Merci, c'est gentil la fille d'Avril, et merci d'être parmi nous encore une fois, ça fait plaisir. Mais aussi, c'est pas facile de changer de personnage tout le temps quand tu lis, faut pas s'embrouiller dans les persos, je ferais pas mieux. C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que dans le roman qu'on est en train de lire en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de personnages et ça change constamment. Et vu que c'est, malgré le côté absurde, etc., c'est quand même très réaliste, l'ambiance globale, on va dire. Ce qui fait que je vais pas commencer à faire des voix comme je pourrais le faire dans Alice au Pays des Merveilles ou dans Peter Pan. Je vais pas commencer à faire des... je sais pas moi. Genre, je vais faire une voix horrible qui va vous défoncer les oreilles, peut-être, désolé, mais je vais pas commencer à faire. De qui s'agit-il donc demanda l'avocat d'une voix mourante en se recouchant. De mon neveu, je l'ai fait venir ici et il présenta Monsieur le fondé de pouvoir Joseph K. Oh dit le malade plus vivement en avançant la main vers K. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Bref, je vais pas commencer à faire des trucs comme ça. Donc, du coup, la lecture, peu importe la lecture, voilà, j'ai envie de dire, peu importe l'œuvre, euh, conditionne ma manière de lire aussi. Et bah, par exemple, avant le procès, on a lu là récemment Don Quichotte. Dans Don Quichotte, l'ambiance, le ton me permettait de faire des personnages un peu plus hauts en couleur et des personnages, je veux dire, un petit peu moins subtils dans la voix, je trouve. Ça se joue à pas grand-chose, hein. Mais je trouve que si je faisais une voix, par exemple, si je faisais la voix que j'avais fait à Don Quichotte à K, ça n'irait pas du tout, je trouve. Si le héros parlait en faisant... je sais même pas si je retrouve vite fait des trucs de K, mais... si je commence à faire... comment j'avais fait Don Quichotte déjà? Mais tu cries trop fort, mon cher oncle. Le domestique est sûrement derrière la porte à écouter. Cela m'est désagréable, il vaut mieux nous en aller. Je répondrai alors de mon mieux à toutes tes questions. Voilà, si je commence à être un peu trop expansif, etc., je trouve que ça fit pas avec l'ambiance de cette œuvre. Donc là, je vais être dans un truc un peu plus, je veux dire plat entre guillemets, mais entre guillemets subtil. Encore une fois, j'ai aucune prétention de comédien ou quoi que ce soit, hein. Je fais juste de mon mieux dans la lecture, mais voilà. Mais ouais, je trouve qu'il faut essayer d'être un peu plus subtil que dans d'autres registres. Donc là, du coup, c'est compliqué. Vu la pléthore de personnages, c'est compliqué de faire des voix adéquates à tous et qui se différencient bien. Mais bon, j'essaie. J'essaie, et c'est déjà très bien. Le mec qui s'auto... c'est de l'empowerment, hein. Je m'auto-suggère que tout va bien, comme ça tout va bien. Mais ouais, non, franchement, sinon, après tout ce que je viens de dire, parce que là, j'ai complètement digressé. Sinon, l'œuvre est très intéressante, même si là, je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec l'oncle. D'un côté, je suis assez triste que l'oncle soit malade, parce que du coup, je pense que ça va pas être un personnage récurrent. Je sais pas. Si ça se trouve, ça va être le cas, hein. Mais à un moment dans l'œuvre, je me suis dit, ah tiens, il va se faire atteler à un avocat qu'on va voir de manière fréquente et on va peut-être voir vraiment l'évolution du procès et ouais, des vraies argumentations, des vrais allers-retours. Mais on rappelle que le sujet du procès, on n'en sait toujours rien vraiment. Donc ça aurait pu être de l'argumentation sur du vide, sur du rien. Ça aurait été très intéressant, je trouve. Mais là, vu comment ça part, je pense pas que ça sera ça. Donc, ouais. Je suis assez curieux. Je suis assez perplexe et assez curieux sur ce qui va arriver avec cet avocat. On le découvrira certainement dans la fin de ce chapitre.
que je vais vous lire dans quelques minutes. Bois-tu de la bière sans alcool? Non, je ne bois pas de la bière sans alcool. Et si tu me demandes, est-ce que là, maintenant, tout de suite, je bois de la bière sans alcool? Je bois du panaché avec de la grenadine. Et voilà, voilà. Je ne suis pas très alcool, pour être franc. Bah écoutez, en vérité, on avait quand même relativement peu de pages à lire aujourd'hui. Et vu qu'il y a beaucoup de dialogues, ça raccourcit aussi la lecture. Donc je pense que je vais reprendre sans plus attendre pour la suite et fin du chapitre 6. La grenadine comme Billy the Kid. Quoi? J'ai pas la ref là de la grenadine comme Billy the Kid. Je connais Billy the Kid de nom, mais je vois pas la ref là. Bref, je vais reprendre donc sur la phrase de l'avocat euh, qui dit à l'oncle qu'il est pas venu pour lui, quoi. Bonne dégustation et bonne lecture. Merci, The Crazy Carl, c'est gentil. Mais ouais, aujourd'hui, ouais, j'ai du mal là. Voilà, c'est fou. J'ai vraiment, je pense que c'est juste aussi con que j'ai trop mangé au dîner et ça me fait galérer de ouf. Bref. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Je sais pas qui est encore présent, vous êtes pas mal à être passé quand même. Donc bah, merci beaucoup déjà, ça fait plaisir. Et puis je vais vous souhaiter à tous encore une fois la bonne écoute. Euh, Bonne écoute, oui, dans Lucky Luke avec du jardin, Billy the Kid boit de la grenadine. Ah, je l'ai pas vu ce film. Bah, bonne soirée The Crazy Cars, merci d'être passé, ça fait plaisir. Et puis bonne écoute à tous ceux qui restent sur Twitch. Bonne écoute également à tous ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reprends encore une fois dans quelques minutes, mais cette fois-ci pour l'outro. A tout de suite. Chapitre 6. Suite et fin. Tu n'es donc pas venu, dit-il enfin à l'oncle qui s'était rapproché plus amicalement. Tu n'es pas venu pour le malade, mais pour l'affaire. Il semblait que l'idée qu'on vint le voir à cause de sa maladie l'eût paralysé jusqu'alors, tant il parut ravigoté à partir de ce moment-là. Il restait appuyé sur un coude, ce qui devait être assez fatigant, et tiraillait constamment une mèche de sa grande barbe. « Tu as l'air d'aller déjà bien mieux, dit l'oncle, depuis que cette sorcière est partie. Il s'interrompit pour souffler. Je parie qu'elle écoute, et bondit vers la porte. Mais personne n'était derrière. L'oncle revint, non point déçu, car l'absence de l'infirmière lui paraissait encore pire, mais irrité. Tu te méprends sur son compte, dit l'avocat sans la défendre davantage, peut-être pour marquer qu'elle n'en avait pas besoin. Puis il continua d'un ton plus cordial. Quant à l'affaire de monsieur ton neveu, je m'estimerais évidemment heureux si mes forces pouvaient suffire à une tâche aussi pénible. Je crains beaucoup qu'elle ne soit pas à la hauteur de la situation, mais je ne ménagerai rien. Si je ne peux pas faire face à tout, il sera toujours temps de m'adjoindre un confrère. À parler franc, cette cause m'intéresse trop pour que je renonce d'avance à m'en occuper personnellement. Si mon cœur me lâche trop tôt, il aura du moins trouvé une digne occasion de le faire. K pensait ne pas comprendre un mot de tous ces discours. Il ne cessait de regarder l'oncle pour y trouver un sens, mais celui-ci restait assis, avec sa bougie à la main, sur la petite table de nuit d'où une bouteille de potion avait déjà roulé sur le tapis. Il approuvait d'un hochement de tête les moindres mots de l'avocat, se montrait d'accord sur tous les points, et adressait de temps à autre à son neveu un regard qui l'exhortait à la même approbation. L'oncle avait-il déjà parlé de ce procès? Mais non, c'était chose impossible. Tout ce qui avait précédé la scène infirmait cette supposition. Aussi dit-il, « Je ne comprends pas. » « Me serais-je mépris ?» demanda l'avocat aussi surpris et embarrassé que K. Ma précipitation m'a peut-être lancé sur une fausse piste. De quoi vouliez-vous donc me parler? Je pensais qu'il s'agissait de votre procès. Naturellement, dit l'oncle. Il demanda à K. Que veux-tu donc? Mais, dit K, d'où savez-vous donc quoi que ce soit de moi et de mon procès? Ah, c'était ça, dit l'avocat en souriant. Vous savez pourtant bien que je suis avocat. Je fréquente les gens de justice. On parle toujours des procès, et on retient ceux qui vous frappent le plus, surtout quand il s'agit du neveu d'un ami. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien là de surprenant, me semble-t-il. Que veux-tu donc encore? Dit l'oncle à K. Tu as l'air inquiet. Vous fréquentez les gens de justice? Demanda K. Mais oui, fit l'avocat. Et l'oncle déclara. Tu questionnes comme un enfant.
Qui verrais-je donc, ajouta l'avocat, sinon les gens de mon rayon. C'était dit sur un ton si irréfutable que K ne répondit pas un mot. Vous travaillez pourtant, aurait-il voulu dire, et de fait il ne put s'empêcher de l'articuler nettement, pour la justice du palais de justice, et non pas pour celle du grenier. Songez donc, poursuivit alors l'avocat sur le ton de quelqu'un qui explique par parenthèse une chose toute naturelle. Songez donc que ces relations-là servent beaucoup ma clientèle, et à bien des égards. Je ne devrais même pas le dire. Naturellement, ma maladie me gêne beaucoup pour le moment, mais j'ai toujours à la justice de bons amis qui viennent me voir, et j'apprends tout de même les nouvelles. Peut-être plus vite que bien des gens qui passent leur temps au tribunal. C'est ainsi que j'ai là en ce moment une personne qui m'est très chère. Et il montrait un coin obscur. Où donc demanda K, presque impertinemment sous le coup de la première surprise. Il regarda perplexement autour de lui. La lumière de la petite bougie était loin de porter jusqu'au mur d'en face. Mais de fait, quelque chose commença à se remuer dans le coin. À la lumière de la bougie que l'oncle levait maintenant, on découvrit un monsieur d'un certain âge, assis près d'une petite table. Il avait dû retenir son souffle pour arriver à rester si longtemps inaperçu. Il se leva cérémonieusement, visiblement mécontent de voir qu'on avait attiré l'attention sur lui, et agita ses mains comme de petites ailes pour exprimer qu'il refusait toute présentation et tout salamalek, qu'il ne voulait en aucune façon gêner les autres, et supplier qu'on le laissât dans son obscurité, et qu'on oubliât sa présence. Mais ce n'était plus faisable. « Vous nous avez surpris, » dit l'avocat pour expliquer. Et il l'encourageait du geste à approcher, ce que l'autre fit lentement, en regardant autour de lui avec mille hésitations, mais non pas sans dignité. « Monsieur le chef de bureau. Ah, pardon, je ne vous ai pas encore présenté. Voici mon ami Albert K. et son neveu, monsieur le fondé de pouvoir Joseph K. Et voici monsieur le chef de bureau. Monsieur le chef de bureau a eu l'amabilité de venir me voir. Un profane ne peut soupçonner tout le prix de cette visite. Pour s'en douter, il faut être initié. Il faut connaître le travail qui accable ce cher monsieur. Il est donc venu malgré tout, et nous étions en train de causer paisiblement, dans la mesure où ma faiblesse le permettait. Nous n'avions pas défendu à Lenny de laisser entrer les visites, car nous n'en attendions aucune. Nous pensions que nous resterions seuls. C'est à ce moment, mon cher Albert, que se sont produits tes coups de poing contre la porte, et monsieur le chef de bureau s'est retiré dans un coin avec la chaise et la table. Mais je m'aperçois que si nous le désirons, nous avons un sujet de conversation commun. Réunissons-nous donc à nouveau, monsieur le chef de bureau, ajouta-t-il en inclinant la tête avec un sourire servile et en montrant un fauteuil près du lit. Je ne puis plus, hélas, rester que quelques minutes, dit aimablement le chef de bureau, en s'asseyant profondément dans le fauteuil et en regardant sa montre. Les affaires m'appellent, mais je ne veux pas laisser passer l'occasion de faire la connaissance d'un ami de mon ami. Et il adressa une petite courbette à l'oncle qui parut très satisfait de ce nouvel ami. Son tempérament l'empêcha à vrai dire de manifester des sentiments de soumission, mais il accompagna les paroles du chef de bureau d'un rire aussi bruyant que gêné. Horrible tableau. K pouvait le contempler tout à son aise, car personne ne s'occupait de lui. Le chef de bureau, du moment qu'on l'appelait à concourir à l'entretien, saisit, suivant son habitude, le dé de la conversation. L'avocat, dont la faiblesse précédente n'avait peut-être été destinée qu'à éloigner les nouveaux visiteurs, se mit à écouter attentivement, la main à l'oreille, et l'oncle, qui n'avait pas lâché la bougie, il la balançait sur sa cuisse et l'avocat regardait souvent ce manège avec inquiétude, l'oncle eut bientôt oublié toute gêne pour s'adonner au ravissement où le plongeait l'éloquence du chef de bureau et les gestes onduleux dont il accompagnait son discours. K, qui s'appuyait au montant du lit, fut complètement négligé, peut-être même avec intention, par monsieur le chef de bureau, et ne servit que d'auditeur aux vieux messieurs. Il savait d'ailleurs à peine de quoi il était question, il laissait errer ses pensées, tantôt songeant à l'infirmière et à la brusquerie avec laquelle l'oncle l'avait traité, tantôt se demandant s'il n'avait pas déjà vu la tête du chef de bureau. Peut-être était-ce au milieu du public de son premier interrogatoire. Peut-être aussi se trompait-il. Quoi qu'il en fût, le chef de bureau aurait été admirablement fait pour figurer parmi les vieux messieurs à barbe rare du premier rang de l'auditoire. K en était là de ses réflexions, quand un bruit de porcelaine cassée fit dresser l'oreille à tout le monde. « Je vais voir ce qui s'est passé », dit-il en sortant lentement pour permettre aux autres de le retenir. À peine fut-il dans le vestibule, cherchant à se retrouver au milieu des ténèbres, qu'une petite main, beaucoup plus petite que la sienne, vint se poser sur sa main qui n'avait pas encore lâché la poignée de la porte. La petite main referma la porte tout doucement. C'était celle de l'infirmière, qui l'avait entendu venir.
Il n'est rien arrivé, dit-elle. J'ai jeté simplement une assiette contre le mur pour vous faire sortir. Embarrassé, K déclara. Moi aussi je pensais à vous. Tant mieux. Venez. Ils se trouvèrent au bout de quelques pas devant une porte à vitre dépolie que la jeune fille lui ouvrit. Entrez, dit-elle. C'était sans doute le cabinet de l'avocat. Autant qu'on put le distinguer dans la lumière de la lune, qui éclairait maintenant un petit rectangle de plancher devant les deux grandes fenêtres, cette pièce était ornée de vieux meubles pesants. Ici, dit l'infirmière en montrant un coffre sombre avec un dossier de bois sculpté. Une fois assis, K poursuivit son examen. Il se trouvait dans une haute salle au milieu de laquelle la clientèle de l'avocat des pauvres devait se trouver absolument perdue. Il crut voir de quels petits pas les clients s'approchaient de l'immense bureau. Mais il oublia bientôt cette impression. Il n'eut plus d'yeux que pour la jeune fille qui était assise tout près de lui, et le pressait presque contre la coudoir. « Je pensais, dit-elle, que vous viendriez de vous-même, sans que j'eusse à vous appeler. C'est tout de même curieux. D'abord, au moment où vous êtes entré, vous n'avez cessé de me regarder, et maintenant vous me faites attendre. Appelez-moi Lenny, ajouta-t-elle hâtivement, comme si cette appellation ne devait pas être négligée un seul instant. Volontiers, lui répondit K. Mais la bizarrerie dont vous parlez, Lenny, est bien facile à expliquer. Il fallait que j'écoute d'abord le bavardage des vieux messieurs. Je ne pouvais m'éloigner sans raison, et puis je ne suis pas un effronté, j'ai un caractère plutôt timide, et vous n'avez pas l'air non plus de vous emballer du premier coup. Ce n'est pas cela, dit Lenny en posant son bras sur la coudoir et en regardant K dans les yeux. Ce n'est pas cela, mais je ne vous plaisais pas, et je ne vous plais sans doute toujours pas. Plaire, dit K en éludant. Plaire serait un mot bien faible. Oh, dit-elle en souriant. La réflexion de K, suivie de cette petite exclamation, procurait à Lenny une certaine supériorité. Aussi K se tut-il un moment. Comme il s'était déjà habitué à l'obscurité de la pièce, il pouvait distinguer maintenant divers détails de l'installation. Il remarqua surtout une grande toile pendue à droite de la porte et se pencha en avant pour mieux la voir. Elle représentait un homme en robe de juge, assis sur un trône élevé dont la dorure éclaboussait tout le tableau. Ce qu'il y avait de curieux dans ce portrait, c'était l'attitude du magistrat. Au lieu de rester assis là dans une calme majesté, il appuyait fortement son bras gauche contre le dossier et le bras du fauteuil. Mais son bras droit restait complètement dégagé, la main seule sur la coudoir, comme si le juge allait bondir dans un violent mouvement d'indignation pour dire une chose décisive, peut-être même pour prononcer le grand verdict. L'accusé devait être supposé au pied de l'escalier, dont on apercevait les degrés supérieurs qui étaient couverts d'un tapis jaune. « Peut-être est-ce mon juge ?» dit K en montrant du doigt le tableau. « Je le connais, » dit Lenny en regardant elle aussi. « Il vient assez fréquemment. Le portrait date de sa jeunesse, mais il est impossible qu'il lui ait jamais ressemblé, car le vrai juge est extrêmement petit. Cela ne l'empêche pas de s'être fait représenter immense, car il est énormément vaniteux, comme d'ailleurs tous ici. Moi aussi je suis vaniteuse, je suis très fâchée de ne pas vous plaire. » K ne répondit à cette dernière réflexion qu'en passant le bras autour de Lenny et en l'attirant près de lui. Elle appuya silencieusement la tête contre son épaule. Mais, pensant toujours au juge, il demanda. « Quel grade a-t-il » ? « Il est juge d'instruction, » dit-elle en prenant la main que K avait passée autour de sa taille et en jouant avec ses doigts. « Encore une fois un simple juge d'instruction, » fit K déçu. « Les grands fonctionnaires se cachent. Il est pourtant assis sur un trône. » « Tout cela n'est qu'invention, » dit Lenny, le visage penché sur la main de K. En réalité, il s'assied sur une chaise de cuisine sur laquelle on pose une vieille couverture de cheval pliée en 4. Mais ne pouvez-vous donc penser qu'à votre procès ? Ajouta-t-elle lentement. Non, pas du tout, fit K. J'y pense même probablement trop peu. Ce n'est pas cette faute-là que vous faites, dit Lenny. J'ai entendu dire que vous étiez trop entêté. Qui a dit cela ? Demanda K. Il sentait le corps de Lenny appuyé sur sa poitrine et regardait l'opulente et ferme torsade de ses cheveux foncés. Je ne peux pas en dire si long, répondit Lenny. Ne me demandez pas de nom, mais corrigez-vous de votre défaut, ne soyez pas si entêté. On n'a pas d'armes contre cette justice, on est obligé d'avouer. Avouez donc à la première occasion, ce n'est qu'ensuite que vous pourrez essayer de vous échapper, ensuite seulement. Et même alors, vous ne réussirez que si quelqu'un vous vient en aide, mais ne vous en inquiétez pas, je m'en occuperai moi-même. Vous avez l'air de bien connaître cette justice et les mensonges qu'il y faut, dit K en l'asseyant sur ses genoux, car elle se pressait trop fort contre lui. C'est bien comme ça, dit-elle en s'installant à l'aise après avoir égalisé les plis de sa blouse et de sa robe. Puis elle se pendit des deux mains à son cou, renversa la tête en arrière et le regarda longuement.
Et si je n'avoue pas, vous ne pourrez pas m'aider, demanda-t-il pour essayer. Je me fais des aides, pensait-il presque étonné. D'abord mademoiselle Bursner, ensuite la femme de l'huissier, et finalement cette petite infirmière qui semble avoir un si incompréhensible besoin de moi. La voilà assise sur mes genoux, comme si c'était sa vraie place. Non, répondit Lenny en secouant lentement la tête. Je ne pourrai pas vous aider si vous n'avouez pas. Mais vous ne tenez pas du tout à ce que je vous aide. Vous vous en moquez complètement. Vous êtes têtu, et vous ne vous laissez pas convaincre. Avez-vous une amie demanda-t-elle au bout d'un instant. Non, dit K. Oh, que si, fit-elle. Oui, c'est vrai, dit K. Je la reniais et je porte pourtant sa photographie sur moi. Et, sur la prière de Lenny, il lui fit voir une photographie d'Elsa, pelotonnée sur les genoux de K. Lenny étudia l'image. C'était un instantané. Elsa avait été prise à la fin d'une de ces danses tourbillonnantes qu'elle aimait exécuter au cabaret où elle servait. Sa robe volait encore en spirale autour d'elle. Elle avait posé ses mains sur ses hanches fermes et regardait de côté en riant. On ne pouvait pas voir sur l'image à qui elle riait ainsi. « Et elle est lacée étroit, dit Lenny en montrant l'endroit où cela se voyait à son avis. Elle ne me plaît pas. Elle est brutale et maladroite. Mais peut-être avec vous est-elle douce et gentille. La photo a l'air de le montrer. Ces grandes filles si solides ne savent souvent qu'être douces et gentilles. Seulement serait-elle capable de se sacrifier pour vous? Non, dit K. Elle n'est ni douce ni gentille, et elle ne serait pas capable de se sacrifier pour moi. D'ailleurs, je ne lui ai jamais rien demandé de tout cela. Je n'ai même encore jamais regardé cette photo aussi attentivement que vous. C'est que vous ne tenez pas beaucoup à cette jeune fille, dit Lenny. Elle n'est donc pas votre amie? Si, dit K. Je ne retire pas le mot. Il se peut bien, répondit Lenny, qu'elle soit votre amie maintenant, mais vous ne la regretteriez pas beaucoup si vous la perdiez ou si vous la changiez pour une autre. Pour moi, par exemple. Évidemment, c'est une idée qui peut venir, dit K en souriant. Mais Elsa a une grande supériorité sur vous. Elle ne sait rien de mon procès. Et même si elle en savait quelque chose, elle n'y penserait jamais. Elle ne chercherait jamais à me persuader de céder. Ce n'est pas là une supériorité, dit Lenny. Si elle n'en a pas d'autre, je ne perds pas courage. A-t-elle quelques défauts physiques? Un défaut physique demanda K. Oui, dit Lenny. Moi j'en ai un petit, voyez. Elle écarta le majeur et l'annulaire de sa main droite, entre lesquels la peau avait poussé jusqu'au bout de la deuxième phalange. K ne remarqua pas immédiatement dans le noir ce qu'elle voulait lui montrer. Elle guida sa main dans l'ombre et lui fit tâter la petite peau. « Quel phénomène !» s'écria K. Et après avoir jeté un coup d'œil d'ensemble sur la main, il ajouta « La jolie serre que voilà !» Lenny regardait avec une sorte de fierté l'étonnement de K qui ne cessait d'ouvrir et de refermer ses deux doigts. Finalement, il les embrassa avant de les abandonner. « Oh !» s'écria-t-elle aussitôt. « Vous m'avez embrassé ?» Hâtivement, la bouche ouverte, elle grimpa sur ses genoux. K la regardait stupéfait. Maintenant qu'elle était tout près de lui, il remarquait qu'elle dégageait un parfum amer et brûlant, une sorte d'odeur de poivre. Elle attira la tête de K sur sa poitrine, se pencha dessus, puis mordit et embrassa son cou. Elle donna même des coups de dents dans ses cheveux. « Vous m'avez prise en échange, s'écria-t-elle de temps en temps. Vous le voyez bien maintenant. Vous m'avez prise en échange. Mais à ce moment, son genou glissa, elle poussa un petit cri et tomba presque sur le tapis. K la saisit par la taille pour la retenir, mais il fut entraîné dans sa chute. « Maintenant, dit-elle, tu m'appartiens. Voici la clé de la maison, viens quand tu veux, lui souffla-t-elle pour finir. Et elle lui lança encore un baiser au jugé pendant qu'il s'en allait. Quand il sortit de la maison, une légère pluie tombait. Il voulait gagner le milieu de la rue pour essayer de voir Lenny à sa fenêtre une dernière fois, quand l'oncle surgit d'une automobile qui attendait devant la maison, et que K était trop distrait pour avoir aperçu. L'oncle saisit son neveu par le bras, et le repoussa contre la porte de l'immeuble comme s'il voulait l'y clouer. « Comment » s'écria-t-il, « as-tu pu faire cela? Tu as porté le pire tort à ton affaire qui était justement en bon chemin. Tu vas te cacher avec une petite saleté, qui est visiblement pour comble la maîtresse de l'avocat, et tu passes des heures sans revenir. Tu ne cherches même pas un prétexte, tu ne caches rien, tu agis au grand jour. Tu voles la rejoindre et tu restes près d'elle. Et tu nous plantes là, tous trois, l'oncle qui s'éreinte pour toi, l'avocat qu'il te faut gagner, et le chef de bureau surtout, ce personnage si puissant, qui peut tout dans ton affaire à la phase où elle en est. Nous cherchons à trouver un moyen de t'aider. Il faut que je traite l'avocat très prudemment, il faut que l'avocat de son côté ménage le chef de bureau, et devant tant de difficultés, ton devoir serait tout au moins de me soutenir tant que tu pourrais. Mais non,
Tu restes dehors. Il vient forcément un moment où rien ne peut plus se cacher. Évidemment, ce sont des hommes polis. Ils n'en parlent pas, ils m'épargnent. Mais à la fin, ils n'ont plus pu se maîtriser, et ne pouvant parler de la chose, ils n'ont plus prononcé un mot. Nous sommes restés un quart d'heure à ne rien dire, et à écouter pour savoir si tu n'allais pas revenir. En vain. Finalement, le chef de bureau, qui était resté bien plus longtemps qu'il ne voulait, s'est levé pour prendre congé. Il me plaignait visiblement, mais sans rien pouvoir pour m'aider. Il a attendu encore à la porte un bon moment avec une incroyable amabilité. Puis il est parti. Tu peux penser si ce départ m'a soulagé. Je ne pouvais plus respirer. L'avocat qui est malade en a souffert encore plus. Il ne pouvait plus parler, cet excellent homme, quand je lui ai dit adieu. Tu as probablement contribué à son complet effondrement. Tu as précipité la mort d'un homme qui était ton seul recours. Et moi, ton oncle, tu me laisses attendre ici des heures en pleine pluie. Touche, je suis complètement trempé. Je t'attends des heures entières à me ronger de soucis. Et c'est la fin du chapitre 6, les amis. Ce sera donc également la fin du live de ce soir. Nous passons à l'outro. Plutôt abrupte cette fin, je trouve. Je suis un peu étonné. Enfin, je la trouve un peu bizarre, je dois avouer. Et du coup, bonsoir, croûte de genoux. En effet, tu arrives un peu tard si tu veux suivre l'histoire. C'est un peu complexe peut-être. Mais du coup, je rappelle que tous les épisodes précédents et même à venir seront disponibles sur la chaîne YouTube dans la playlist et si on lisait le procès. Mais ouais, je trouve que c'est très abrupt, je trouve que c'est très bizarre. Je me demande, j'ai une théorie. Peut-être que je me trompe. Alors, clairement, j'ai eu du mal à faire la lecture ce soir. Et clairement, je pense que ça vient de moi. Parce que voilà, je dois pas être dans le mood ou je dois, comme je disais, je dois avoir du mal parce que j'ai trop mangé, etc. Ceci dit, je remarque quand même un changement dans le style un petit peu et dans la manière dont l'histoire est structurée. Je trouve qu'on change vraiment de ton, etc. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est complètement volontaire? Je suis pas sûr. J'ai une théorie, peut-être, qui est que je rappelle que l'œuvre de Kafka, en grande majorité, est une œuvre inachevée. Et je rappelle donc que le roman Le Procès est inachevé et qu'il y a des endroits pour lesquels il avait déjà fait des notes pour mettre à jour son texte, pour le modifier. Vu que là on commence à être au chapitre 5, 6, peut-être que les chapitres 1, 2, 3, les chapitres d'introduction, grosso modo, étaient davantage revus, davantage définitifs, davantage travaillés. Et peut-être que là, du coup, c'est un peu plus folklorique, parce que quand même, je remarque vraiment une différence de ton assez importante, où je trouve que jusqu'à présent, on était dans une ambiance assez calme. Enfin, je sais pas, ou bien peut-être j'avais l'impression, et c'est une fausse impression, et peut-être que c'est juste une évolution du récit, hein. Donc voilà, je suppute totalement, c'est vraiment full hypothèse, j'en sais rien du tout en vérité, mais... Et on ne le saura jamais, anyway. Mais ouais, là, je vois vraiment un changement, je trouve. Les actions s'enchaînent beaucoup plus vite. La structure, je trouve, la manière d'amener les événements, etc., est totalement différente. Genre là, j'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits qui ne servent pas à grand-chose et qui auraient peut-être gagné justement à être améliorés, à être écrémés, à être revus. Euh, c'est vrai que là, dans les 2 chapitres de ce soir, il y a plein de choses intéressantes, mais je trouve pas aussi bien abouti que d'habitude. Enfin, que ce dont j'ai l'impression d'avoir l'habitude avec Kafka. Donc peut-être que c'est moi qui me fais une idée, peut-être que c'est moi qui me trouve des excuses au fait que j'ai eu du mal à faire la lecture ce soir. Mais je sais pas, j'ai l'impression de ressentir un truc comme ça. Et notamment là, tout le dialogue avec l'avocat, le chef de je sais pas quoi, de bidule, de machin, et l'oncle, j'avais l'impression que ça allait nulle part. J'avais l'impression que ça allait nulle part, qu'il n'y a pas de vraie conclusion à tout cela. Excepté le fait que on remarque encore une fois que très souvent les héros de Kafka ont quand même un tempérament assez fulgureux parce que j'ai l'impression que
en général, ils ont un vrai succès avec la jante féminine et qu'ils se retrouvent à être très souvent dans des aventures, voire dans des adultères, presque, entre guillemets. En tout cas, des débuts d'adultère ou ce genre de choses. Donc, ouais. Euh, à part ces petites phrases que voilà qu'on remarque et tout, je vois pas trop l'intérêt de tout ce truc-là. Si ce n'est du coup que, comme le rappelle l'oncle dans son discours de fin à son neveu, bah du coup il a peut-être perdu des gens qui allaient être de vrais avantages, qui allaient être de vrais points d'appui pour son procès. Donc voilà, c'était peut-être encore une fois quelque chose pour souligner le fait que K ne prenait pas la situation assez au sérieux, qu'il prenait un peu toute la situation à la légère, et que au final, il est certainement le personnage de son entourage, on va dire, à faire à faire le plus fi de son propre cas, quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'inquiète ou du moins agit et réagit en fonction de sa situation, et lui, il est plutôt ailleurs. Donc ouais, étrange. Enfin, je sais pas, la lecture de ce soir me laisse vraiment perplexe. Autant sur les deux premières émissions, sur les deux premières sessions de lecture, j'avais trouvé ça vraiment très bien. Là, je vois des bonnes idées, je vois des bons trucs qui m'intéressent, mais je trouve ça beaucoup plus fouillis, beaucoup plus brouillon. Je sais pas. Alors, je trouve que K a un don pour se trouver dans des situations impossibles. Il semble à la fois coupable et innocent. Ah ouais, bah ça, ouais, clairement, il y a toujours ce double truc qui est hyper intéressant, cette double casquette, si on peut dire. Mais ouais, j'ai vraiment du mal à dresser l'évolution du personnage parce que justement, comme je vous le disais plus tôt dans le live, j'avais l'impression que ça y est, il avait eu l'électrochoc dont il avait eu besoin et que maintenant il faisait vraiment, il prenait à cœur de s'en sortir et ainsi de suite et que il commençait à être un petit peu flippé, voire paniqué, voire angoissé. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que non, il continue à prendre à la légère. Enfin, je ne sais pas. Il fait des va-et-vient que je ne comprends pas bien. Mais bon. Ça reste sympathique, hein, bien sûr. Mais c'est juste que ouais, je suis un peu plus largué ce soir que les autres fois, quoi. Et du coup, j'ai d'autant plus envie d'être à la lecture prochaine parce que je suis curieux de voir la suite du coup. Voir comment ça va se décanter. Alors, la prochaine fois. Oula! Ouah, il y a tellement de pages d'un seul coup, le chapitre 7 est immense! Le chapitre 7 fait... ça doit faire 60 pages. Oi, 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 oi. Et en même temps, j'aime pas couper en plein milieu d'un chapitre, c'est terrible. Bah, je crois que je vous lirai le chapitre 7 dans son intégralité mardi. J'espère que je serai en meilleure forme que ce soir, parce que du coup, ça va être un long live pour le coup. Ah ouais, 60 pages. Même plus que ça, 70 pages. Non. Ah oui, non. Ouais, non. Ah, quoique. Attendez. Ouais, si, ça fait 70 pages quasiment. Bah, en fait, je sais même pas si c'est faisable en une soirée, 70 pages. Je pense que c'est pas possible, 70 pages en une soirée. 60 pages, il faut combien de temps? Une heure? Alors, petite Sam, pour te dire, ce soir, j'ai lu. Parce que, en vrai, ça dépend vachement de est-ce qu'il y a des dialogues, et ça dépend vachement de la taille de l'édition, d'à quel point les pages sont remplies ou pas, et à quel point la police est grande ou non. Donc, c'est pour ça que ça dépend vraiment à chaque fois de l'œuvre. Mais là, sur cette œuvre, pour te donner une indication, ce soir, on a lu environ 40 pages. Donc 70, ça nous ferait bien 2 h 30. Je pense que 70 pages, ça nous prendrait 2 h 30, 3 heures de live en vrai. Ah, j'aime pas faire des lives aussi longs, mais j'aime pas couper en plein milieu d'un chapitre. Ah, ça fait chier. Je vais réfléchir, je vais peser le pour et le contre, je vais réfléchir à la question. Mais j'ai l'impression qu'en plus, tous les chapitres qui restent sont vachement longs. Bon, je réfléchirai à la question parce qu'il faut pas que je m'esquinte la voix non plus.
Et faut pas que je fasse des lives de 3 heures si à partir de la deuxième heure, tout ce que je vous lis est mal lu, ça sert à rien. Donc je vais réfléchir à la question et je vous tiendrai au courant. De toute manière. En tout cas, la suite, c'est sûr et certain, ça sera mardi à 21h. Je vous invite à laisser un like ou un dislike sur la vidéo YouTube. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Il faut une doublure pour la cascade comme dans les films. N'importe quoi. Mais ouais, du coup, c'en est tout pour ce soir. Encore désolé, j'ai l'impression d'avoir fait une mauvaise prestation ce soir. Je reste un peu sur ma faim parce que j'ai l'impression d'avoir pas été bon. Ça m'emmerde, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, comme je le disais. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci Poésie pour ton follow. Merci Petite Sap, Croûte de Genoux, Dimal, The Crazy Cars, La Fille d'Avril, Poésie bien sûr du coup, Zikael d'être passé. Ça me fait plaisir. Et puis le prochain rendez-vous qu'on a là en live, ça sera dimanche à 15h, live de découverte de l'univers de League of Legends. Et je ne sais pas s'il y aura une veillée sur Discord ce dimanche. Faut vraiment que je repense ce format de veillée. Parce que à la base c'était tous les dimanches de 21h à minuit. Problème, maintenant, une semaine sur deux, il y a les modes Clash sur League of Legends auxquels je veux participer. Donc, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Ce qui fait que je dois annuler quasiment une veillée sur deux, ce qui est pas très très cool. Donc faut que je vois comment je m'organise là-dessus, mais il est possible que même si j'arrive pas à 21h, dès que j'ai fini les clashs, je rejoins la veillée ou un truc comme ça. C'est quel perso sur LoL, tu sais? Alors, je peux regarder ça vite fait. Je peux regarder ça vite fait. Nouvelle League of Legends. Hop, hop, je vais te dire ça dans quelques instants, croûte de genoux. Sachant que je le répète, hein, on arrive à l'épisode 99. Et à partir de l'épisode 100, je pense faire une pause d'au moins quelques semaines, si ce n'est quelques mois, sur cette série sur League of Legends. Parce que 100 épisodes, c'est beaucoup. Donc j'aime beaucoup cette série, hein, mais 100 épisodes, ça commence à faire beaucoup. Et j'ai envie de prendre un peu de recul et puis de pouvoir tester d'autres choses, travailler sur d'autres choses. Mais n'en doutez pas, j'y reviendrai parce que c'est un format qui me plaît beaucoup. Et donc, je confirme bien ce que je disais plus tôt dans le live. En effet, dimanche, ça sera sur le personnage de Kai'Sa. Et ça sera sur la nouvelle La Fille qui est revenue. Voili voilou. Puisque, si jamais vous ne le saviez pas et que vous êtes curieux, que vous avez la curiosité de ça, sachez que les lives de découverte de l'univers de League of Legends sont basés avant tout sur de la lecture. Donc si ça se trouve, les gens qui me suivent, qui me suivaient pour des lives de lecture, ça vous plairait aussi, puisque voilà, il y a tout un tas de nouvelles qui ont été écrites pour donner du background au jeu League of Legends. Et moi, c'est à ce background et à ces nouvelles que je m'intéresse. Voilà, voilou. Allez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis encore merci d'être passé et d'être aussi indulgent envers moi, c'est très gentil. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine session de gaming. Bye bye!